Clara Walker serra le ruban de son enfant décédé dans ses paumes, si fort que le bar lui coupa la peau. Et pourtant, elle ne pleura pas, ni dans la diligence, ni dans la poussière, ni quand l'homme à la porte du ranch Double M la dévisagea de la tête aux pieds, comme si elle était une épave ramenée par la tempête. Elle avait besoin de ce travail. Elle devait continuer à avancer avant que le chagrin ne l'engloutisse complètement. Elle n'était pas venue à Redwood Valley pour ressentir quoi que ce soit à nouveau. Mais le cœur ne demande pas la permission. Si cette histoire a déjà capté votre attention, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. L'été de 1887 s'abattit sur Redwood Valley comme une punition. La chaleur écrasait tout, le sol craquelé de la route, les chevaux, les gens, et personne ne se plaignait, car se plaindre coûtait de l'énergie. Et l'énergie était une chose que personne dans une ville agricole ne pouvait se permettre de gaspiller. Le soleil était sans pitié depuis mai. En juillet, le ruisseau avait diminué de moitié, et les nerfs étaient plus à vif que l'eau n'était rare. Ce fut un jeudi matin, lourd et sans air, que la diligence de Harlan s'arrêta à l'entrée de la ville. Elle laissa descendre 3 passagers. Un marchand ambulant avec une caisse de tabac, un jeune homme se dirigeant vers l'ouest avec des étoiles plein les yeux et aucun véritable plan. Et Clara Walker. Elle avait 29 ans. Elle paraissait plus âgée, mais mais pas parce que son visage était usé. Son visage était encore doux, ses traits encore fins. C'était le genre de visage que les gens regardaient à 2 fois. Elle paraissait plus âgée à cause de sa posture, celle d'une femme qui avait déjà survécu à la pire chose qui puisse arriver à une personne, et qui n'était pas encore sûre que survivre en ait valu la peine. Elle portait une robe sombre, trop épaisse pour la chaleur, avec une petite déchirure reprisée au poignet gauche. Elle portait un seul sac, à l'intérieur, 2 tenues de rechange, une brosse à cheveux, une petite Bible qu'elle n'avait pas ouverte depuis 14 mois, et un morceau de ruban bleu délavé qui avait autrefois été noué dans les cheveux d'une petite fille. Sa fille s'appelait May. Elle avait vécu 8 mois et 11 jours, et elle était morte un matin froid de mars, pendant que Clara la tenait dans ses bras. Le docteur avait dit que c'était la fièvre. Clara savait que c'était quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais entièrement, et pour lequel elle ne cesserait jamais de se blâmer. Peu importait combien de fois on lui disait qu'elle n'aurait rien pu faire de différent. Son mari, Thomas, l'avait blâmée lui aussi. Pas avec des mots. Thomas n'était pas un homme de mots. Il la blâma par le silence, puis par la distance, puis avec le dos de sa main une nuit de janvier, et enfin par son absence quand elle se réveilla un matin de février. Son côté du lit était froid, et son cheval avait disparu de l'écurie. Il n'avait pas laissé de mots. Il n'en avait pas eu besoin. Elle avait tenu 3 mois seule dans cette maison. Puis elle avait vendu le peu qui restait et était montée dans la première diligence, en partance pour n'importe où ailleurs. Redwood Valley n'était pas un endroit particulier, mais c'était un endroit. Et un endroit, c'était suffisant. Elle avait entendu parler du poste par une femme au relais de Harlem. Un éleveur, avait dit la femme, du nom de Matthews, avait perdu sa femme l'hiver précédent. Il avait des jumeaux de 4 ans. L'endroit était en désordre. Il payait un salaire décent pour quelqu'un prêt à travailler dur et à ne pas poser de questions. Clara n'était plus du genre à poser des questions. Les questions menaient à des réponses, et les réponses menaient à des sentiments qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle redressa les épaules et remonta la rue principale de Redwood Valley. Son sac à la main, le regard droit devant. Les gens la remarquèrent. Dans les petites villes, les gens remarquent toujours les étrangers. Elle sentit les regards des femmes devant le magasin général, ceux de l'homme qui se balançait sur le porche du barbier, ceux du groupe de dames âgées près des marches de l'église, qui se turent à son passage, et qui reprirent leur murmure dès qu'elle fut passée. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher jusqu'à ce qu'elle trouve la livrée. Elle demanda son chemin pour le ranch Double M, et on lui dit que c'était à 4 miles à l'est. L'homme de la livrée, un type costaud aux yeux bienveillants nommé Bert, la regarda et dit « Vous êtes celle qui va travailler pour Matthews. »« C'est bien moi, » dit Clara. « Vous avez entendu parler de l'endroit. J'ai entendu dire qu'il a besoin d'aide. » Bert se gratta la nuque. « Ouais, c'était le cas. » Il fit une pause comme s'il décidait s'il devait en dire plus. « Ce n'est pas un patron facile, madame. Juste pour que vous le sachiez. Il a la mèche courte et la mémoire longue.
Il a perdu sa femme en décembre. Les jumeaux avaient à peine 3 ans. Il ne s'en est pas remis. Il ne sera probablement pas facile à vivre. Clara le regarda calmement. J'ai déjà travaillé pour des gens difficiles. J'imagine que oui. Bert hocha lentement la tête. Je vais vous trouver une place. Le vieux Clem part par là-bas tout à l'heure. Ça ne vous coûtera rien. Elle le remercia. Elle s'assit sur le banc extérieur et attendit, son sac entre ses pieds, le ruban serré entre ses doigts dans la poche de sa jupe, là où personne ne pouvait le voir. Elle n'avait pas peur des hommes difficiles. Si elle était honnête avec elle-même, ce qu'elle était rarement désormais, elle n'avait peur de rien, si ce n'est du calme plat. Peur de ce qui montait en elle quand il n'y avait aucune tâche sur laquelle se concentrer, aucune route à suivre, rien pour occuper ses mains. Parce que quand tout devenait silencieux, May était là, May et son poids, May et le silence qui l'avait remplacé. Clara serra le ruban plus fort. Clem était un vieil homme qui sentait le tabac et qui prononça environ 4 phrases pendant tout le trajet de 4 miles. Toutes concernaient de la sécheresse. Clara offrit des réponses brèves et polies. Elle passa le reste du temps à regarder le paysage défiler, plat, doré et implacable. Comme l'Ouest l'était toujours, beau et brutal à parts égales. Quand le ranch apparut, sa première pensée fut que ça avait dû être un bel endroit autrefois. La maison était grande, à 2 étages, solidement construite. La grange était vaste et bien positionnée. Il y avait 2 dépendances, une écurie de bonne taille, des enclos clôturés s'étendant vers l'est. On voyait que l'endroit avait été conçu par quelqu'un avec soin et intention. Mais le soin avait disparu. La rampe du porche avant s'affaissait à une extrémité. La cour était encombrée. Le jardin, qui avait probablement été la fierté de quelqu'un, était envahi par les mauvaises herbes et à moitié mort. Toute la propriété avait cet air particulier d'un endroit qui a baissé les bras. Clem ralentit le chariot près de la porte et elle descendit. « Bonne chance à vous, dit-il, et il le pensait. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et frappa. Un long moment de silence, puis des bruits de bottes sur le parquet, lourds et délibérés. Et la porte s'ouvrit. Jack Matthews était grand, pas de manière à impressionner qui que ce soit, mais de la manière d'un homme qui a grandi en travaillant et qui est simplement devenu solide. Il avait les cheveux sombres, qui avaient un grand besoin d'une coupe et des yeux sombres. Il la regardait comme on regarde l'horizon en essayant de juger une tempête. Calculateur, prudent, pas méchant, mais loin d'être chaleureux. Il la regarda, elle soutint son regard. « Madame Walker, dit-il. « Oui, monsieur. Vous êtes plus petite que ce à quoi je m'attendais. Je suis plus travailleuse que je n'en ai l'air. » Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait de l'amusement, mais quelque chose de proche. Il recula de la porte. Entrez alors. L'intérieur de la maison était mieux que l'extérieur, mais pas de beaucoup. Il y avait de la vaisselle sur la table, provenant apparemment du petit déjeuner, et peut-être aussi du souper de la veille. Du linge dans un panier qui était clairement là depuis des jours. Une paire de petites bottes près de la porte, couverte de boue. Le sol était balayé. Au moins, quelqu'un essayait. « J'avais une femme qui venait 2 fois par semaine, dit Jack en se dirigeant vers la cuisine. Elle a démissionné en mai. Elle a dit que les garçons étaient trop difficiles. Quel âge? 4 ans, des jumeaux, des garçons. Il se tourna et la regarda. Ils sont turbulents, je ne vais pas prétendre le contraire. Où sont-ils maintenant? Dehors, je leur ai dit de ne pas faire de bêtises jusqu'à ce que je règle ça. Sa mâchoire se contracta brièvement. Ils n'écoutent pas toujours. Ils ont 4 ans, dit Clara. Les enfants de 4 ans ne sont généralement pas spécialisés dans l'écoute. Il la fixa un instant, puis, non, en effet. Il croisa les bras sur sa poitrine. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui puisse gérer la maison. Les repas, le ménage, la lessive, m'aider à empêcher les garçons de se tuer eux-mêmes ou entre eux. J'ai 2 hommes de ranch, mais ils travaillent la terre, pas la maison. Je ne peux pas faire les deux. Je comprends. Le logement et la nourriture sont inclus, les repas aussi. La paye est de 12 $ par mois pour commencer. Si vous faites bien votre travail, ça augmentera. Clara hocha la tête. C'est juste. J'ai besoin de savoir que vous allez rester, dit-il. Et pour la première fois, quelque chose bougea sous la surface plate de sa voix. Les garçons ont vu passer 3 femmes ici depuis décembre. Chacune d'entre elles est partie.
J'ai besoin de savoir que vous n'allez pas les abandonner. Elle soutint son regard. Je ne vais nulle part, Monsieur Matthews. Vous dites ça maintenant. Je le dis parce que je le pense. Sa voix était calme mais ferme. Je n'ai nulle part où aller. Ce travail me convient. Je ferai le travail et je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Il l'étudia pendant un autre long moment. Puis il hocha la tête une fois, sèchement. De la manière dont un homme hoche la tête quand il a décidé quelque chose dont il n'est pas entièrement sûr. Très bien, je vais vous montrer la chambre. La chambre était petite, à peine plus grande qu'un placard, avec une seule fenêtre qui donnait sur la cour, un lit étroit, une table de toilette, un crochet au mur. Clara posa son sac sur le lit et regarda autour d'elle. C'était plus que ce qu'elle avait eu en février. « Ce n'est pas grand-chose », dit Jack depuis le seuil, la voix tendue par quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. « C'est suffisant, dit-elle. « Merci. » Il s'attarda un instant de plus, puis s'écarta du cadre de la porte. « Les garçons voudront bientôt déjeuner. La cuisine est à vous. » Il partit. Elle entendit ses bottes sur le sol, puis la porte arrière, puis plus rien. Clara s'assit sur le bord du lit. Elle posa ses deux mains à plat sur ses cuisses. Elle respira. Elle ne chercha pas le ruban. Elle se leva et alla à la cuisine. Les jumeaux la trouvèrent 20 minutes plus tard. Elle les entendit avant de les voir. Deux paires de pas qui courent, un fracas, un cri, puis la porte arrière qui s'ouvre en grand. Elles entrèrent comme un petit cyclone, tous les deux essoufflés et le visage rougi par le soleil, identiques en tout point visible. Cheveux sombres, yeux sombres, des égratignures aux genoux, de la saleté sur le visage. Et ce regard particulier de chaos à peine contenu qui n'appartenait qu'au garçon de 4 ans qui avait couru dans la chaleur. Ils s'arrêtèrent net en la voyant. Elle était debout près du poêle, remuant une marmite de haricots qu'elle avait trouvée dans le garde-manger. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Elle les laissa là un instant. Puis elle regarda par-dessus son épaule et dit « Vous avez faim ?» Celui de gauche, un peu plus hardi, le menton en avant, demanda « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Clara. Je travaille ici maintenant. »« Vous êtes la nouvelle dame ?» demanda le même. « C'est ça. La dernière ne nous aimait pas, dit l'autre, plus silencieux. Il le dit sans apitoiement, de la manière dont les enfants énoncent des faits qu'ils ont absorbés et acceptés. Clara se détourna du poêle et s'accroupit à leur niveau. Elle les regarda tous les deux droit dans les yeux. « Alors la dernière ne faisait pas attention, dit-elle. « Comment vous appelez-vous? »« Je suis Jessie, dit le plus hardi. « Je suis Samuel, dit le plus silencieux. »« Jessie et Samuel, répéta-t-elle. « De bons et solides noms. » Elle se redressa et se retourna vers le poêle. « Allez vous laver les mains. Le déjeuner sera prêt dans 10 minutes. » Jessie plissa les yeux, suspicieux et curieux à parts égales. « Vous n'allez pas nous crier dessus. »« Pas encore, dit-elle. Redemande-moi après le déjeuner. » Elle entendit un petit son qui aurait pu être un rire de la part de Samuel. Le silencieux, pensa-t-elle. Puis le bruit de 2 paires de pieds se dirigeant vers la salle d'eau. Elle se retourna vers les haricots et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Inattendu et malvenu. Quelque chose qui faisait mal. Elle serra les lèvres et continua de remuer. Jack entra pour le déjeuner sans cérémonie, s'assit en bout de table et mangea dans un silence quasi total. Les garçons étaient assez bruyants pour compenser. Jessie renversa son verre d'eau. Samuel mangea toute sa portion, puis regarda la marmite d'un air mélancolique, comme un homme contemplant ses regrets. Jessie demanda à Clara 3 fois pourquoi les haricots avaient des oignons. « Parce que les oignons ont du goût, lui dit-elle. « Je n'aime pas le goût, annonça Jessie. « Tu survivras. » Jack fit un bruit. Il le couvrit rapidement d'une toux et regarda son assiette, mais Clara l'avait entendu. Ce presque son, quelque part entre la surprise et un amusement réticent. Elle le nota sans commentaire. Après le déjeuner, Jack retourna travailler la terre. Clara nettoya la cuisine, commença la lessive et passa 2 heures à s'attaquer à l'état du salon. Pendant ce temps, les garçons couraient dehors sous la surveillance d'un des hommes de ranch, un homme laconique nommé Pete. Il communiquait principalement par grognement et semblait totalement imperturbable face au chaos. Au moment où le souper fut terminé et les garçons conduits à contre-cœur vers le lit, Clara était debout depuis 11 heures. Elle avait mal au dos, ses mains étaient rouges à cause de la lessive. Elle était plus fatiguée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ça ne la dérangeait pas. La fatigue, c'était bien.
La fatigue signifiait le sommeil. Le sommeil signifiait que la nuit passait plus vite. Elle était en train d'attiser le feu dans la cuisine quand elle l'entendit. Un son venant de la chambre des garçons à l'étage. Pas exactement des pleurs. Quelque chose de plus silencieux, de plus soutenu. Elle posa le tisonnier et écouta. C'était Samuel. Elle reconnut sa voix. Il faisait un son doux et rythmique, presque comme un fredonnement. Mais pas tout à fait, comme un enfant essayant de se calmer, essayant très fort et n'y parvenant pas tout à fait. Elle se tint au bas de l'escalier un moment, puis elle monta. La porte de leur chambre était légèrement ouverte. Elle la poussa plus loin et regarda à l'intérieur. Jessie dormait, étalée de son côté du lit, avec l'autorité insouciante d'un garçon qui ne s'était jamais soucié de prendre trop de place. Samuel était réveillé, allongé et rigide sur le côté, fixant le mur. Samuel, dit-elle doucement, il s'immobilisa. Qu'est-ce qui ne va pas? Une longue pause, puis rien. Ça ne ressemble pas à rien. Une autre pause, elle attendit. Parfois, je n'arrive pas à dormir, dit-il finalement. Sa voix était très petite. Depuis que maman est partie. La douleur dans sa poitrine devint quelque chose de plus vif. Elle respira à travers. Veux-tu que je m'assoie avec toi un moment? Demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, très prudemment, comme quelqu'un qui tend la main vers quelque chose qu'il n'est pas sûr d'avoir le droit de vouloir. Oui, s'il vous plaît. Elle entra dans la pièce et s'assit sur le bord du lit à côté de lui. Elle ne le toucha pas. Elle ne se le permit pas. Elle s'assit simplement. Après un moment, elle se mit à fredonner doucement. Une mélodie simple et basse qui n'appartenait à aucune chanson particulière. Quelque chose qu'elle avait inventé une fois, il y a longtemps, pour May. Samuel s'endormit en quelques minutes. Elle resta assise un peu plus longtemps que nécessaire, juste assise dans le silence de la maison, avec le son de la respiration de deux petits garçons, et quelque chose en elle qui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle était toujours assise là quand elle prit conscience que quelqu'un d'autre était dans l'embrasure de la porte. Elle leva les yeux. Jack Matthews se tenait dans le couloir observant. Il était clairement venu voir les garçons. Il était encore entièrement habillé, bottes comprises, et il avait ce regard d'un homme qui faisait ça tous les soirs et ne s'attendait pas à en parler. Son expression était illisible dans la pénombre. Leurs regards se croisèrent. Aucun d'eux ne parla. Après un long moment, il recula de l'embrasure de la porte. Elle entendit ses bottes se déplacer silencieusement dans le couloir. Elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir et se fermer. Elle expira lentement. Elle regarda Samuel, son petit visage immobile, la façon dont Jessie s'était inconsciemment rapprochée de son frère dans son sommeil. Elle ne pleura pas. Elle se leva prudemment et se dirigea vers la porte. Dans le couloir seul, elle appuya son dos contre le mur un instant. Juste une respiration. Un moment où elle se laissa sentir tout le poids de la situation. La douleur, le manque, la terrible tendresse d'avoir été, pendant quelques minutes, de nouveau dans une pièce pleine d'enfants endormis. Puis elle redressa les épaules. Elle descendit. Elle alla dans sa petite chambre. Elle s'allongea sur le lit des trois dans le noir et regarda le plafond. Elle avait dit à Jack Matthews qu'elle n'irait nulle part. Elle commençait à comprendre exactement quel genre de promesse ce serait. Le lendemain matin, Redwood Valley confirma ce que Clara avait à moitié soupçonné. Elle était allée en ville avec Pete pour chercher des provisions. De la farine, du sel, une boîte de café, du fil. C'était une course assez simple. Elle se déplaça rapidement dans le magasin général, choisissant ce dont elle avait besoin, restant dans son coin. Elle s'en serait tirée sans encombre s'il n'y avait pas eu les deux femmes près des rouleaux de tissu. Elle ne connaissait pas encore leurs noms. Elle les apprendrait assez tôt. Pour l'instant, elle ne connaissait que leur voix, qui portait clairement et sans effort particulier pour être discrète. C'est elle, celle que Matthews a engagée. Seigneur, où l'a-t-il trouvée? Harlan, j'ai entendu. Veuve. Pas de famille. Pas de famille et pas de référence. Maribel Dunn a dit qu'elle est juste arrivée, jolie comme un cœur, et il l'a prise. Il doit être désespéré, ou autre chose. La pause qui suivit cette observation particulière était éloquente. Clara garda les yeux sur le comptoir. Elle posa ses articles devant le commerçant, un homme mince et plus âgé qui eut la grâce de paraître légèrement mal à l'aise de ce qui se disait à 6 pieds derrière sa cliente. « Ça fera $1,40, madame, dit-il, la voix prudente et neutre. « Merci, dit Clara. Elle compta l'argent. Elle ne regarda pas les femmes. « On pourrait penser qu'un homme dans sa position serait plus prudent, continua la première voix,
Comme si Clara n'était tout simplement pas là. Avec deux garçons sans mère dans la maison, on ne sait jamais ce qu'une femme comme ça peut chercher. Clara ramassa ses achats. Une femme comme ça, dit-elle sans se retourner, la voix parfaitement agréable, cherche du savon et de la farine, et à retourner au travail avant que la pâte à pain ne lève trop longtemps. Elle fit un signe de tête au commerçant. Bonne journée. Elle sortit dans la chaleur de l'après-midi et ne regarda pas en arrière. Pete, qui attendait près du chariot, jeta un coup d'œil à son visage et ne dit rien. Il l'aida à charger les provisions. Il monta. Il fit claquer les rênes. À mi-chemin du ranch, il dit sans inflexion particulière, « Le comté a toujours été comme ça, toujours à trouver quelque chose à se mettre sous la dent. »« Je sais comment sont les villes, » dit Clara. « Matthews se fiche de ce qu'ils disent, juste pour que vous le sachiez. » Elle le regarda. Pete garda les yeux sur la route. Il a perdu sa femme en décembre. Avant ça, lui et Eleanor, c'était un bon mariage, solide. Elle était bonne pour lui, l'empêchait d'être trop dans sa tête. Il fit une pause. Il n'est plus le même depuis. Les garçons non plus. Ça, c'était dur. Une autre pause. Il ne vous aurait pas engagé s'il ne pensait pas que vous étiez bonne pour l'endroit. Jack Matthews ne fait pas les choses s'il ne les pense pas. Clara resta silencieuse un moment, puis « J'apprécie que vous me disiez ça. Je vous dis juste ce qui est vrai, dit Pete. Il fit de nouveau claquer les rênes et ils firent le reste du chemin dans un silence complice. Tandis que la chaleur de l'été pesait autour d'eux et que la terre sèche et dorée s'étendait de tous côtés. Et Clara Walker, qui était venue à Redwood Valley pour disparaître, regarda cette terre et respira. Et pensa avec quelque chose qui ressemblait presque à un défi qu'elle était toujours là. Elle était toujours debout. Et pour l'instant, c'était suffisant. 3 jours après son arrivée au ranch Double M, Clara comprit 2 choses avec une certitude absolue. La première était que Jesse Matthews avait décidé qu'elle était l'ennemi. La seconde était qu'il la mettait à l'épreuve avec l'intensité concentrée et méthodique d'un général menant une campagne. Ça commença petit. Son tablier disparut et réapparut caché derrière le tas de bois. Le seau qu'elle utilisait pour laver le sol apparut un matin au fond du puits. Le pain qu'elle avait mis à lever fut retrouvé complètement dégonflé, avec une empreinte de main suspecte à sa surface. Jesse s'asseyait à la table du petit déjeuner chaque matin avec une expression d'innocence béate que Clara reconnut immédiatement, parce qu'elle avait porté la même expression à 4 ans. Et cela signifiait la même chose à l'époque que maintenant. Samuel observait son frère avec l'expression résignée d'un garçon qui savait ce qui se passait, ne voulait pas y prendre part, mais était constitutionnellement incapable de moucharder. Clara ne dit rien. Elle récupéra son tablier. Elle remonta le seau. Elle commença une 2e fournée de pain. Elle n'éleva pas la voix, ne retira pas sa chaleur et ne donna pas à Jesse la satisfaction d'une réaction. Le 4e matin, elle posa le petit déjeuner sur la table, des œufs, du porc salé, des biscuits, et s'assit en face des 2 garçons. Jack était déjà parti. Ils n'étaient que tous les 3. Jesse l'observait par-dessus le bord de sa tasse avec ce regard calculateur de 4 ans qui était à la fois exaspérant et secrètement impressionnant. « Jesse, dit-elle agréablement, combien de temps comptes-tu continuer comme ça? » Il cligna des yeux. « Continuer quoi? La guerre. » Samuel fit un petit bruit d'étouffement dans son lait. Jesse posa sa tasse avec précaution. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que non. » Clara coupa son biscuit en 2. « La dernière femme qui a travaillé ici, celle qui a démissionné, est-elle partie à cause du travail ou à cause de toi? » Une longue pause révélatrice. « Les 2, dit Samuel très doucement, sans regarder aucun d'eux. Jesse lança à son frère un regard de pure trahison. Clara hocha lentement la tête. « Je vois. » Elle prit d'une bouchée de son biscuit, mâcha, avala, puis elle regarda Jesse directement. De la manière dont on regarde quelqu'un qu'on prend au sérieux. « Tu veux savoir si je vais partir? » Jesse ne dit rien, mais son menton s'était légèrement baissé. La bravade avait disparu une seconde, juste assez. « Je ne vais pas partir, Jesse. »« Tu n'en sais rien, dit-il. » Sa voix était plus petite qu'il ne l'aurait voulu. « Tu as raison, dit-elle. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qui va arriver. Mais je peux te dire ce que j'ai l'intention de faire. Et j'ai l'intention de rester. » Elle soutint son regard. « Alors, tu peux continuer à cacher mon tablier si tu veux.
Je continuerai à le trouver. On peut le faire ça aussi longtemps que tu en auras besoin. Jessie la fixa. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Quelque chose de jeune, d'effrayé, et qui essayait très fort de n'être ni l'un ni l'autre. Puis il prit sa fourchette et mangea ses œufs. Ce n'était pas la paix, mais c'était un cessez-le-feu. Et Clara connaissait la différence entre les deux. Cet après-midi-là, Jack rentra tôt du pâturage éloigné, sa chemise sombre de sueur. Il demanda de l'eau avec l'économie laconique d'un homme peu habitué à demander quoi que ce soit. Clara lui tendit une tasse en étain pleine sans commentaire. Il la but d'un long trait, la posa sur la table. « Comment ont-ils été aujourd'hui » demanda-t-il, sans la regarder. En regardant la table. « Bien, dit-elle. » Il leva les yeux. Il ne la croyait manifestement pas. « Jessie a caché mon seau à récurer dans la grange, dit-elle. Et Samuel a mangé un biscuit supplémentaire qu'il pensait que je n'avais pas vu. À part ça, parfaitement bien. » Quelque chose vacilla sur son visage. « Clara, ce n'est pas grave, dit-elle, le coupant doucement. Il me teste. Je préfère qu'il me teste plutôt qu'il se renferme. Au moins, quand il fait des bêtises, il se bat encore. » Elle fit une pause. « Samuel m'inquiète plus. » Jack devint très immobile. « Il est trop silencieux, dit-elle. Pas un silence de timidité, un silence de tristesse. Il y a une différence. » Jack se détourna d'elle. Il posa ses deux mains à plat sur le comptoir et resta là, le dos tourné, sans dire un mot. Ses épaules étaient rigides. Elle attendit. Sa mère disait la même chose de lui, dit Jack finalement. Sa voix était déraillée et plate. Elle disait qu'il ressentait tout 2 fois plus profondément que la plupart des gens. Elle disait qu'elle s'inquiétait qu'il porte trop de choses en grandissant. La cuisine était très silencieuse. Elle avait raison de s'inquiéter, dit doucement Clara. Mais elle avait aussi raison de l'aimer pour ça. Ceux qui ressentent profondément sont ceux qui rendent le monde digne d'être vécu. Un temps. Il ira bien, Monsieur Matthews. Il a juste besoin de temps. Jack ne se retourna pas, mais elle vit ses mains se détendre légèrement contre le comptoir. Juste légèrement. Jack, dit-il. Elle fit une pause. Monsieur? Mon nom, c'est Jack. Il s'écarta du comptoir et se dirigea vers la porte. Monsieur Matthews était mon père, et c'était un homme difficile. Il sortit. Clara resta dans la cuisine avec un presque sourire qu'elle garda soigneusement pour elle. Les commérages frappèrent plus fort à la fin de la première semaine. Elle s'y attendait. Les petites villes avaient la mémoire longue et peu de pitié pour les femmes qui arrivaient seules. Mais elle n'avait pas anticipé la forme particulière que cela prendrait à Redwood Valley. C'était moins une rumeur qu'une campagne organisée. Ce fut la femme de Bert qui vint la prévenir, ce qui surprit Clara. Elle n'aurait pas pensé que quelqu'un en ville prendrait son parti. Elle s'appelait Harriet, une femme ronde et directe qui se présenta à la porte du ranch un vendredi après-midi. Jack était sorti et Clara étendait le linge, les garçons jouant à proximité. Elle se présenta brièvement, refusa l'offre de thé, puis croisa les bras et parla avec l'efficacité particulière d'une femme qui a quelque chose à dire et peu de patience pour les préambules. « Ils disent que vous êtes venu ici pour vous trouver un mari, » dit Harriet. La Société d'aide aux dames parle d'envoyer un comité pour parler à Jack de la bienséance, de l'exemple qu'il donne à ses garçons. Clara finit d'épingler une chemise à la corde. C'est ce qu'ils disent. Entre autres choses, Hattie Drummond a lancé toute une, je ne sais même pas comment appeler ça, une croisade. Elle pense que les enfants sont exposés à une femme de moralité douteuse. Hattie Drummond ne sait rien de ma moralité. Non, convint Harriet. Elle ne sait rien, mais ça n'a jamais arrêté Hattie. Elle regarda Clara fixement. Je vous le dis parce que mon mari vous apprécie et parce que j'ai des yeux. Vous n'êtes moi que qu'ils disent que vous êtes. Et je pense que vous méritez de savoir dans quoi vous mettez les pieds quand vous allez en ville. Clara la regarda un long moment. À quel point ça devient grave? Harriet ne s'y a pas. Assez grave pour que les 2 dernières femmes qui ont travaillé ici soient parties. L'une d'elles a pleuré en venant de le dire à Bert. Elle a dit qu'elle ne supportait pas la façon dont les gens la regardaient. Une pause. Vous semblez plus dur que ça. Je le suis, dit simplement Clara. Bien, hocha la tête Harriet. Alors restez. Jack Matthews est un homme décent sous tout ce mur qu'il a construit. Et ces garçons ont besoin de quelqu'un qui ne va pas s'enfuir. Elle partit de la même manière qu'elle était venue. Rapide, déterminée, sans mots inutiles. Clara resta là, dans la chaleur de l'après-midi, et pensa au mur et à ce qu'il en coûtait de les maintenir debout.
Ce soir-là, elle trouva les affaires d'Eleanor. Elle n'avait pas fouiné. Elle cherchait une couverture supplémentaire. Il avait fait froid la nuit précédente, d'une manière inattendue pour juillet, et Samuel s'était réveillé en frissonnant. Elle ouvrit la mauvaise porte au deuxième étage. La pièce était clairement une chambre d'amis, ou avait été conçue comme telle. Mais le long d'un mur, il y avait des boîtes, soigneusement emballées, étiquetées d'une écriture qui n'était pas celle de Jack, arrondie et féminine, avec des lettres qui penchaient en avant comme si elles étaient pressées. Clara se tint dans l'embrasure de la porte. Elle n'entra pas. Elle pouvait voir de là où elle était le coin d'une robe bleue, pliée proprement sur le dessus de la boîte ouverte la plus proche. Une brosse à cheveux de femme. Une petite photo encadrée qu'elle ne pouvait pas tout à fait distinguer. Eleanor. Elle referma doucement la porte. Elle resta un moment dans le couloir, pressant brièvement son front contre la porte. Puis elle se redressa et alla chercher la couverture dans le placard à linge, 2 portes plus loin, où elle avait toujours été. Elle n'avait simplement pas regardé assez attentivement. Elle ne mentionna pas la pièce, ni cette nuit-là, ni aucune nuit après. Mais elle y pensa, à ce que cela signifiait que les choses soient encore là, emballées, mais pas enlevées. Pas données, pas brûlées, pas enterrées, juste gardées, conservées. Comme si l'homme qui les avait emballées ne pouvait pas décider de ce que signifiait réellement les ranger. Elle comprenait ce sentiment plus qu'elle ne le voulait. Le tournant arriva un dimanche. Elle ne s'attendait pas à ce que le dimanche soit différent des autres jours. Le travail de ranch n'observait pas le sabbat, d'après son expérience. Et Jack Matthews ne semblait pas être un homme qui prenait ses matinées lentement. Mais quelque chose était différent ce matin-là. La maison était plus silencieuse. Jack resta à table après le petit déjeuner plus longtemps que d'habitude. Les garçons étaient assis à côté de lui sans leur énergie agitée habituelle, soumis d'une manière qu'elle ne pouvait pas immédiatement identifier. Puis Jessie dit très doucement, « C'est l'anniversaire de maman. » La pièce devint absolument immobile. La mâchoire de Jack travailla. Il posa sa tasse de café avec un soin un peu trop délibéré. « Ouais, dit-il, c'est vrai. » Samuel tendit la main et la posa sur l'avant-bras de son père. Il la posa simplement là, petite et certaine. De la manière dont les enfants vous touchent parfois, avec une franchise que les adultes ont complètement perdue. Clara se tenait à l'évier, le dos tourné à eux tous. Elle garda les mains dans l'eau. « Voulez-vous visiter la tombe ?» demanda-t-elle. Sa voix était stable. Le silence s'étira. Puis Jack dit, « Elle n'est pas en ville. Je l'ai enterrée sur la colline sud, sur la propriété. » Un temps. Elle voulait être ici, sur la terre. « Alors allez-y, » dit Clara. Elle se retourna. Elle les regarda tous les trois, l'homme au visage fermé et les 2 garçons aux yeux grands et solennels. « J'aurai préparé le déjeuner quand vous reviendrez. »« Vous pourriez, » commença Samuel. Il s'arrêta. « Samuel, » dit Jack, un avertissement dans sa voix. « Je voulais juste dire... » Samuel regarda Clara avec ses yeux profonds et sérieux. « Vous pourriez venir si vous vouliez. » Clara regarda le garçon un long moment. Elle regarda Jack, qui fixait la table, quelque chose de féroce et de douloureux se dessinant sur les lignes de son visage. Elle pouvait sentir le poids exact de ce qui était demandé. Pas seulement par l'enfant, mais par tout le moment. « C'est votre moment avec elle, » dit doucement Clara. « Ça appartient à votre famille. » Elle prit le torchon et s'essuya les mains. « Allez-y. » Ils partirent, elle resta seule dans la cuisine et sentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer la traversée comme un courant. Elle plongea la main dans la poche de sa jupe et sentit le ruban sans le sortir. May aurait eu 2 ans ce que t'étais. Elle serra fort les lèvres et commença la vaisselle du déjeuner. Quand ils revinrent 2 heures plus tard, les garçons avaient les yeux rouges et étaient en quelque sorte plus légers, de la manière dont les enfants le sont après avoir pleuré honnêtement et complètement. Jack n'avait pas les yeux rouges, mais il semblait ouvert en quelque sorte, comme si quelque chose qui avait été scellé pendant longtemps avait respiré. Il passa la porte de la cuisine et s'arrêta en voyant la table. Elle avait préparé un vrai déjeuner. Du poulet rôti, des pommes de terre, du pain frais. Elle avait trouvé des fleurs sauvages dans la cour que les garçons avaient cueillies la semaine dernière et laissées dans un bocal. Elle les avait mises au centre de la table. Il regarda la table. Il la regarda. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, dit-il. »« Je sais, dit-elle. Asseyez-vous. » Il s'assit. Les garçons s'assirent.
Et pour la première fois depuis que Clara était arrivée au Ranch Double M, ils eurent un repas où personne ne parla de logistique, de corvée ou de l'état des stocks du magasin. Jesse raconta une longue histoire décousue sur une grenouille qu'il avait trouvée dans la grange. Samuel mangea lentement et sérieusement et demanda 2 fois à Clara si elle voulait le dernier morceau de pain avec une solennité qui rendait la question étrangement cérémonielle. Et Jack Matthews, pendant la durée de ce repas, ne ressemblait pas à un homme soutenant un mur. Il ressembla, l'espace d'1 heure, à quelqu'un qui l'avait posé. Les ennuis arrivèrent ce soir-là, comme les ennuis le font habituellement. De côté, d'une direction qu'elle n'avait pas surveillée. Elle était dans la grange. Elle était sortie après le souper pour voir la jument, l'un des chevaux que Jack utilisait pour travailler la terre, qui semblait ne pas avoir d'appétit depuis 2 jours. Elle parlait doucement à l'animal. Elle parlait toujours aux animaux. C'était une habitude qu'elle n'avait jamais analysée. Quand elle entendit la porte, un homme qu'elle ne reconnut pas entra, large d'épaules, bien habillé pour les standards d'un ranch, avec l'assurance facile de quelqu'un qui se considérait comme important. Il s'arrêta en la voyant. « Où est Matthews ?» dit-il sans prendre la peine de dire bonjour. « Dans la maison, dit-elle. Je peux vous aider ?» L'homme la dévisagea d'une manière qui n'était pas tout à fait respectueuse. « Alors, vous êtes la veuve qu'il a engagée. » Il le dit comme si c'était intéressant, comme si elle était une curiosité qu'il examinait. « J'ai entendu parler de vous. Les gens semblent en parler, dit-elle. Je m'appelle Harlan Briggs. » Il le dit comme s'il s'attendait à ce qu'elle réagisse. « J'ai affaire avec Jack. Dites-lui que je suis là. » Vous pouvez le lui dire vous-même, dit-elle. La porte d'entrée est de l'autre côté de la maison. Briggs la regarda, un regard lent et mesuré. Vous avez de la répartie pour une femme dans votre position. Ma position, dit-elle très calmement, est que je travaille dans ce ranch et que je suis occupé. La porte d'entrée, Monsieur Briggs. Jack Matthews est à l'intérieur. Quelque chose bougea dans son expression, quelque chose de froid et de calculateur qu'elle n'aima pas. Il regarda la maison, puis de nouveau vers elle. Vous comptez rester longtemps? Aussi longtemps que l'on aura besoin de moi. Il le dit comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, comme si le mot contenait une blague dont elle n'était pas encore au courant. Puis il toucha son chapeau. Un geste minimal, à peine poli, et se dirigea vers la maison. Clara resta dans la grange et le regarda partir. Elle sentit quelque chose dans sa nuque. Pas tout à fait de la peur, autre chose. La vigilance particulière d'une femme qui avait appris à la dure à se méfier des hommes qui la regardaient comme si elle n'était que de passage. Elle retourna vers la jument, mais son esprit était à la maison. 15 minutes plus tard, elle entendit des voix s'élever. Elle ne distinguait pas les mots, mais elle connaissait le son d'une dispute, son rythme, ses arêtes vives. La voix de Jack, plus basse, celle de Briggs, plus agressive. Quelque chose qui ressemblait à une question suivie d'un refus catégorique. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Briggs sortit. Il se déplaçait vite, comme un homme en colère mais qui a décidé de le cacher. Il monta sur son cheval sans regarder la maison. Mais il regarda la grange. Il regarda directement là où Clara se tenait, dans l'ombre de la porte. Il la regarda pendant une longue seconde délibérée. Puis il partit au galop. Clara se retourna pour trouver Jack qui venait vers elle depuis la maison. Son visage était fermé et dur, le mur de nouveau en place, avec des renforts. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Un homme qui veut acheter ma terre » dit Jack. Il s'arrêta à côté d'elle et regarda la route que Briggs avait prise, la poussière encore soulevée par les sabots du cheval. « C'est la 3e fois qu'il vient. »« Et vous avez dit non. 3 fois. » Sa mâchoire se contracta. « Il va continuer à venir. » Clara le regarda. « Pourquoi la veut-il? » « Les droits sur l'eau. Il y a un ruisseau sur la limite sud qui coule toute l'année. En année de sécheresse, ce ruisseau vaut plus que la terre qui l'entoure. » Il fit une pause. « Il m'a fait une offre aujourd'hui, une grosse offre. » Et j'ai dit non. Il se tourna pour la regarder, et quelque chose dans ses yeux était plus dur que d'habitude. Plus dur et plus compliqué. « C'est la terre d'Eleanor. Elle y est enterrée. Je ne la vends pas. » Le silence entre eux était lourd et réel. « Il reviendra, dit Clara. Je sais. Il m'a regardé comme s'il préparait quelque chose, dit-elle. Elle le dit directement, sans l'adoucir. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le surveillerai. Jack la regarda un moment, puis il dit, c'est mon intention. Et sa voix était différente maintenant.
Pas plus douce, exactement, mais plus honnête. Comme un homme qui avait décidé, quelques secondes plus tôt, d'arrêter de lui parler comme si elle n'était que l'employée. Clara, dit-il. Son nom sonnait comme un mot différent cette fois. J'ai besoin que vous sachiez. Il s'arrêta, elle attendit, il essaya de nouveau. Ce que Briggs vous a dit, ou peu importe comment il l'a dit, ce n'est pas. Il s'arrêta encore. Le mur était de retour. Le mur était presque de retour. Il se battait contre lui et perdait. Vous n'êtes pas juste. Vous faites du bon travail avec la maison et avec eux. Il dit le dernier mot doucement, en parlant des garçons, et ça lui avait coûté quelque chose de le dire. Elle pouvait le voir clairement. Clara soutint son regard pendant un long moment. Elle pensa au ruban dans sa poche. Elle pensa à May. Elle pensa à ce que c'était d'aimer quelque chose, de le perdre, et de devoir quand même se réveiller le lendemain matin et fonctionner. Je sais ce que c'est, dit-elle doucement, d'aimer des gens qu'on a peur de perdre. Elle n'expliqua pas davantage. Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose sur le visage de Jack Matthews, quelque chose derrière le mur, derrière le deuil et l'entêtement et les mois passés à essayer de tout maintenir seul, changea. Juste légèrement, juste assez. Il hocha la tête une fois. Il retourna à la maison. Clara resta un peu plus longtemps dans la grange avec la jument, qui accepta finalement, avec hésitation, une poignée de nourriture de sa paume. Un progrès, pensa Clara. Petit, silencieux et réel. Elle comprenait maintenant que c'était ainsi que les choses les plus importantes se produisaient toujours. Pas dans de grands moments, pas dans des déclarations, mais par les plus petits incréments possibles. Un garçon qui arrêtait de cacher son tablier. Un homme qui disait son nom différemment. Un cheval qui faisait enfin confiance à sa main. Elle posa sa paume à plat contre le nez de l'animal et respira. Dehors, la nuit d'été s'installait, épaisse, chaude, et pleine du son des criquets et de l'appel lointain d'un oiseau de nuit. Et quelque part dans la maison, au-dessus de la cour sombre, elle pouvait entendre la voix de Jesse, portée par une fenêtre ouverte. Il racontait quelque chose à Samuel avec une grande conviction. La cadence spécifique d'un garçon certain d'avoir raison sur quelque chose qui n'avait probablement aucune importance. Et le son de la réponse de Samuel, silencieux, bas, un petit son de désaccord sceptique. Elle se tint dans le noir et écouta ces deux voix aller et venir, et quelque chose se retourna dans sa poitrine. Quelque chose qui faisait mal et qui ressemblait à de la chaleur en même temps. Ces deux choses si enchevêtrées maintenant qu'elle n'aurait pas pu les séparer si elle avait essayé. Elle serra le ruban dans sa poche, puis elle retourna à la maison. Parce qu'il y avait des garçons à surveiller et un homme qui l'avait enfin presque appelé par son nom. Et demain viendrait, qu'elle soit prête ou non. La lettre arriva un mardi. Clara sut qu'elle était importante avant même que Jack ne l'ouvre. Car l'homme qui l'avait livré, un cavalier de la ville, pas le postier habituel, attendit à la porte au lieu de la laisser. Il attendit avec la patience délibérée de quelqu'un à qui on avait dit de confirmer la réception. Jack la prit, lut le recto et devint immobile d'une manière que Clara avait appris à reconnaître. Le genre d'immobilité qui signifiait que quelque chose l'avait frappé durement et qu'il décidait comment l'absorber avant que quiconque ne puisse voir l'impact. « Rentrez », dit-il au garçon, qui planait avec l'attraction électromagnétique que les enfants ont pour tout ce que les adultes considèrent comme privé. « Mais, » commença Jessie, « rentrez. Maintenant. » Ils partirent. Clara se tourna pour les suivre et Jack dit « Pas vous, pas vous. » Elle s'arrêta. Il brisa le seau et lut. Elle observa son visage et vit l'immobilité devenir quelque chose de plus dur. Sa mâchoire se serra. La main tenant la lettre se crispa jusqu'à ce que le papier se froisse. Il la lui tendit sans un mot. Elle la lut. C'était d'un avocat de Denver représentant Harlan Briggs. Elle exposait, dans le langage froid et précis que les avocats utilisent quand ils veulent faire paraître quelque chose de monstrueux comme routinier, une revendication. Une partie de la limite sud du double M, la partie contenant le ruisseau pérenne, aurait été vendue au père de Briggs par le père de Jack en 1871. Un acte de vente, prétendument signé et attesté, était joint comme preuve. Le ruisseau, déclarait la lettre, n'avait jamais légalement appartenu à la famille Matthews. Briggs était prêt à être généreux et permettait à Jack de le racheter à un prix qui était environ 3 fois la valeur du terrain. Si Jack refusait, continuait la lettre, des poursuites judiciaires commenceraient dans les 30 jours. Clara baissa la lettre.
Est-ce vrai? Demanda-t-elle. L'acte de vente? Je ne sais pas. Sa voix était plate comme du fer. Mon père a fait des affaires avec le vieux Gerald Briggs il y a 20 ans. J'avais 12 ans. Je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Il reprit la lettre et la plia avec une précision qui ressemblait à de la colère contenue. Sans ce ruisseau, ce ranch ne survit pas à une année de sécheresse. On perd d'abord le pâturage sud, puis le troupeau ne peut pas se maintenir. Pouvez-vous trouver un avocat? Le plus proche est à Harland. Ça coûte de l'argent que je n'ai pas sous la main. Il regarda la lettre pliée. Briggs le sait. Il observe cet endroit depuis assez longtemps pour savoir exactement où sont les points de pression. Clara le regarda. Il est venu ici pour voir le ranch, pour vous voir. Il vous jaugeait. Oui, et il m'a vu. Les yeux de Jack se levèrent. Il m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'il pouvait utiliser, dit-elle. Je ne l'ai pas compris alors. Je le comprends maintenant. Elle soutint le regard de Jack. S'il peut faire assez de bruit à mon sujet, sur ma présence ici, sur ce que la ville dit déjà, il ne nuit pas seulement à votre réputation. Il donne au juge une raison de remettre en question votre caractère, votre aptitude. Un temps, votre aptitude en tant que père. Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante qu'elle ait entendue depuis des semaines. Il ne ferait pas ça, dit Jack. Mais le mot sortit mal, pas assez certain. Il a déjà commencé, dit doucement Clara. La société d'aide aux dames, le comité, ça n'est pas sorti de nulle part, Jack. Quelqu'un a planté cette graine. Jack la fixa. Puis il se détourna brusquement et frappa la rampe du porche avec le plat de sa main. Pas de rage, mais de la frustration spécifique d'un homme qui vient de réaliser qu'il est tombé dans un piège qu'il aurait dû voir venir. Je devrais vous renvoyer, dit-il. Il lui tournait le dos. Si vous faites ça, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, dit-elle. Une femme qui s'est enfuie, un scandale qui a collé, et vous perdez quand même le ruisseau. Il se retourna lentement. Elle tint bon. Je ne pars pas, Jack. Ils se regardèrent sur toute la longueur du porche, et quelque chose dans cet espace entre eux, quelque chose qui s'était construit silencieusement depuis 2 semaines, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait nommé ou examiné, se pressa contre la surface du moment, et resta là, respirant. « Très bien, dit-il finalement. Sa voix était rauque. Vous ne partez pas. » Il entra. Clara resta sur le porche un moment de plus et regarda le pâturage sud, le ruisseau qu'elle ne pouvait pas voir mais qu'elle savait être là, coulant frais et constant dans la chaleur de juillet. Puis elle retourna à la cuisine. Parce qu'il y avait des garçons qui n'avaient pas encore déjeuné et un ranch qui devait fonctionner, peu importe ce que Harlan Briggs avait mis en branle. La semaine qui suivit fut une guerre menée au ralenti. Briggs ne revint pas au ranch, mais sa présence se manifesta à travers d'autres personnes. Dans les questions pointues du commerçant quand Clara venait pour les provisions. Dans la façon dont Hattie Drummond traversait la rue plutôt que de la croiser. Dans le cavalier qui passa 2 fois, regardant la clôture sud comme s'il la mesurait pour quelque chose. Jack se rendit à Harlan le jeudi pour trouver l'avocat. Il revint tard dans la nuit et dit seulement que l'acte semblait ancien, mais pas nécessairement légitime, et qu'il faudrait du temps et de l'argent pour le contester, et que le temps était la seule chose que Briggs ne lui donnait délibérément pas. Il le dit, debout dans l'embrasure de la cuisine, son chapeau à la main, de la poussière surtout, l'air d'un homme qui portait quelque chose de lourd depuis longtemps et qui commençait à en sentir le poids dans ses os. « Asseyez-vous, dit Clara. « Je vais bien. »« Jack, asseyez-vous. » Il s'assit, elle lui mit de la nourriture devant lui, il mangea mécaniquement, comme le font les hommes épuisés, sans goûter, sans s'arrêter, juste pour alimenter la machine. Elle s'assit en face avec son café et ne parla pas jusqu'à ce qu'il repousse l'assiette. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas? » demanda-t-elle. Il leva les yeux. « Vous êtes ailleurs depuis que vous êtes rentré, dit-elle. Pas seulement fatigué, autre chose. » Une longue pause, il fit tourner sa tasse de café en un cercle lent sur la table. L'avocat a dit que si Briggs porte ça devant le tribunal et gagne les droits sur l'eau, la banque réclamera le prêt que j'ai contracté l'année dernière. Liste garantie par toute la section sud. Il garda les yeux sur la tasse. Je perdrai la maison, Clara. Toute la propriété. La cuisine était très silencieuse. Où iraient les garçons? Demanda-t-elle prudemment. Il ne répondit pas, ce qui était une réponse. Y a-t-il de la famille?
Eleanor avait une sœur dans le Missouri. Elle et moi. Il s'arrêta. Nous ne nous sommes pas quittés en bons termes après la mort d'Eleanor. Elle voulait les garçons. J'ai refusé. Sa mâchoire se contracta. Elle les prendrait. Elle le ferait bien en plus. Elle aimait Eleanor. Il prit la tasse de café et la reposa sans boire. Mais ils sont à moi. Ils sont tout ce qui me reste d'Eleanor. Et je ne vais pas. Sa voix baissa. Je ne vais pas les perdre. Clara posa ses deux mains à plat sur la table. Elle sentit le ruban dans sa poche. Elle pensa à May, qu'elle avait tenue et perdue, et à ce que c'était de n'avoir plus rien que le souvenir d'avoir eu quelqu'un. Et jusqu'où une personne irait pour ne pas perdre ça aussi. Alors nous nous battrons, dit-elle. Il la regarda. Vous n'allez pas perdre ce ranch, dit-elle. Et vous n'allez pas perdre ces garçons. Alors nous nous battrons. Elle soutint son regard. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je le ferai. La chose qui traversa son expression alors était compliquée et réelle, et elle se força à la regarder directement sans ciller. C'était quelque chose entre la gratitude et le deuil, et autre chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Pourquoi, dit-il, juste ça. Elle le regarda un long moment. Parce que vos garçons dorment mieux depuis que je suis arrivé, dit-elle finalement. Et ça compte pour moi, c'est suffisant. Ce n'était pas toute la vérité, mais c'était assez vrai. Il hocha la tête. Il alla se coucher. Clara resta à la table de la cuisine un peu plus longtemps. Elle sentit la chaleur de l'été peser sur tout, et pensa aux choses pour lesquelles les gens se battent, et à ce qu'il en coûte de rester immobile quand le sol bouge. La tempête s'annonça 4 jours plus tard. Sans drame au début. Le ciel prit une teinte particulière en fin d'après-midi que les hommes de ranch reconnurent avant tout le monde. Pete rentra du champ et au trot, ce qui était remarquable, car personne n'avait vu Pete se déplacer plus vite qu'une marche délibérée de mémoire d'homme. « Une mauvaise s'en vient, dit-il à Jack, bref et certain. Ça pourrait être mauvais. » Au moment où le souper fut terminé, le vent s'était levé d'une manière qui rendait les chevaux agités. Clara fit rentrer les garçons et observa le ciel changer par la fenêtre de la cuisine. Il devenait vert sur les bords de cette manière spécifique qui signifiait que ce n'était pas une tempête d'été ordinaire. « Restez à l'intérieur, leur dit Jack à tous en enfilant son manteau. Je dois sécuriser les chevaux. Pete est avec moi. »« Combien de temps ?» demanda Clara. « 1 heure, peut-être moins. » Il la regarda directement. « Gardez-les à l'intérieur, Clara, quoi qu'il arrive. »« Je le ferai. » Il partit. La porte claqua derrière lui dans un vent qui avait doublé d'intensité en 10 minutes. Jessie apparut à son coude. « C'est une tornade. »« C'est possible. » Elle garda sa voix stable. « C'est pourquoi tu vas t'asseoir juste là et ne pas bouger. »« Je n'ai pas peur, » annonça Jessie. « Bien, dit-elle. Alors ce sera facile de rester assis. » Samuel était déjà assis à table, les mains jointes, le visage sérieux. Il la regardait avec ses yeux profonds et observateurs. « Avez-vous peur? » demanda-t-il. Elle le regarda honnêtement. « Un peu, dit-elle. Mais la peur, c'est juste ton corps qui fait attention. Ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver. » Samuel hocha lentement la tête, comme s'il enregistrait cela. Le premier véritable impact de la tempête arriva sans grand avertissement. Un craquement et un fracas sur le côté de la maison qui firent trembler les murs. Jessie sauta de sa chaise et traversa la pièce pour saisir le bras de Clara. Un pur instinct balayant toute prétention de ne pas avoir peur. Elle posa sa main sur la sienne sans commentaire et garda son autre bras libre. « C'était un arbre, dit-elle. La maison va bien, restez ici. » Elle alla à la porte et l'ouvrit d'une fente. Le vent la frappa comme un mur. Dehors, le monde était devenu sombre, bruyant et sauvage, et à travers le chaos, elle pouvait voir la grange, la porte qui se balançait, claquant contre le cadre. Quelque chose de sombre en sortait. Pas quelque chose, quelqu'un. Un des hommes de main, trébuchant, lui criant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle referma la porte et se tourna vers les garçons. Jessie était juste derrière elle. Samuel était à table où elle l'avait laissé. « Vous devez monter à l'étage, dit-elle. Tous les deux, dans votre chambre, fermez la porte. Mettez-vous sous le lit si ça s'aggrave. Vous comprenez? » « Mais, » commença Jessie. Jessie. Elle s'accroupit à son niveau, prit son visage dans ses 2 mains et le regarda droit dans les yeux. « J'ai besoin que tu protèges ton frère maintenant. Peux-tu le faire? » Jessie déglutit. Son menton tremblait.
Il avait l'air plus vieux et plus jeune que 4 ans en même temps. Oui, dit-il, et allez. Ils partirent. Elle entendit leurs pieds dans les escaliers, entendit la porte de la chambre se fermer. Elle se retourna vers la porte, décrocha son manteau du crochet et sortit dans la tempête. Le vent était une chose physique. Il ne poussait pas, il martelait. Vague après vague, venant du nord-ouest avec un son de train de marchandises s'empilant. Elle baissa la tête et se dirigea vers la grange, car c'est là qu'elle avait vu l'homme trébucher. Et la grange était là où se trouvaient les chevaux, et Jack et Pete essayaient de tout maintenir dans le noir. Elle trouva l'homme de ranch, un jeune homme nommé Cody, à peine 20 ans, assis contre la clôture avec une entaille au front et les 2 mains dessus. Il était conscient, confus. « Où est Jack? » cria-t-elle par-dessus le vent. Il pointa vers le sud. Le sud! Elle se redressa, regarda dans cette direction et ne vit rien au début. Puis un éclair déchira le ciel. Et dans cette seconde de lumière blanche, elle vit Jack, seul, à 50 mètres, luttant avec quelque chose au sol. Une section de clôture qui était tombée. Il essayait de la dégager de la porte de l'enclos. Et derrière lui, dans l'éclair suivant, elle vit la porte elle-même, ouverte. La porte de l'enclos était ouverte. Elle courut. Ce ne fut pas une décision réfléchie. Son corps la prit avant que son esprit n'ait terminé l'équation. Elle courait à travers la cour, dans toute la force de la tempête, parce que cette porte était ouverte. Et elle avait mis 2 garçons à l'étage. Puis elle pensa, et son sang se glaça. Elle ne les avait pas vus monter. Elle avait entendu des pieds dans les escaliers. Elle avait entendu la porte de la chambre se fermer, mais elle ne les avait pas vus. Elle fit demi-tour vers la maison, entra en trombe par la porte arrière. « Jessie! Samuel! » Silence. Elle monta les escaliers en courant et se jeta contre la porte de la chambre. Ouverte. Vide. La fenêtre au bout du couloir, la petite fenêtre qu'elle gardait toujours verrouillée, était ouverte, claquant dans le vent. Son cœur tomba. Elle redescendit, sortit par l'avant et courut dans la tempête, criant leur nom. Et le vent prit sa voix et la jeta au loin comme si ce n'était rien. Un autre éclair. Elle fit un tour complet sur elle-même dans la cour, regardant, cherchant. La pluie la frappait si fort maintenant qu'elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elle l'entendit dans une accalmie entre les coups de tonnerre. Petit, aigu, venant de sa gauche. Elle courut dans cette direction. Ils étaient blottis dans le vieux hangar et matériel au bord de la cour. Jessie avait réussi à ouvrir la porte et avait tiré Samuel à l'intérieur. Il avait maintenant ses bras autour de son frère, avec une férocité qui fendit la poitrine de Clara en 2. Samuel pleurait. Jessie ne pleurait pas. Jessie tremblait fort et ne pleurait pas, ce qui était en quelque sorte pire. Elle entra et les attira tous les 2 contre elle d'un seul mouvement. Un bras autour de chacun d'eux, les serrant fort. Et Jessie, qui ne l'avait pas laissé le serrer dans ses bras une seule fois en 3 semaines, qui avait esquivé et gardé ses distances prudentes. Jessie attrapa le devant de son manteau à 2 mains, enfouit son visage dans son épaule et s'agrippa. Elle les serra fort en retour, de la manière dont on tient quelque chose qu'on a failli perdre. « Je vous tiens », répétait-elle, la voix brisée. « Je vous tiens tous les 2. » Elle ne sut pas combien de temps ils restèrent ainsi. Assez longtemps pour que le pire de la tempête commence à se calmer. Le vent diminuant par étapes, la pluie passant d'un rugissement à un tambourinement régulier. Assez longtemps pour que Samuel arrête de trembler. Assez longtemps pour que la prise de Jessie sur son manteau se desserre légèrement, bien qu'il ne lâchât pas. Elle prit conscience d'une présence dans l'embrasure. Elle leva les yeux. Jack Matthews se tenait à l'entrée du hangar, trempé, une coupure à la mâchoire qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, son chapeau disparu. Il se tenait absolument immobile sous la pluie qui diminuait et les regardait tous les 3. Ses fils, Clara. Et l'expression sur son visage était quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Ce n'était pas exactement du soulagement, bien que le soulagement y fût. Ce n'était pas de la gratitude, bien que cela y fût aussi. C'était l'expression d'un homme qui vient de regarder par-dessus le bord de quelque chose de terrible, et qui a découvert, contre toute attente, que le pire n'était pas arrivé. Et cette découverte est si écrasante qu'il ne peut pas encore tout à fait y croire. Ses yeux rencontrèrent dans les siens par-dessus la tête des garçons. Elle soutint son regard. Elle n'avait pas de langage pour ce moment et n'essaya pas d'en trouver un.
Jesse parla le premier, sa voix étouffée contre son épaule. On voulait juste voir les éclairs, dit-il. Sa voix sortit petite, coupable et entièrement Jesse. On n'était pas censé. Non, dit Clara. Vous n'étiez pas censé. Allez-vous être en colère? Elle pressa ses lèvres contre le haut de sa tête. Elle sentit ses cheveux mouillés sous sa bouche. Plus tard, dit-elle. Pour l'instant, je suis juste contente que vous soyez là. Jack traversa le hangar en 3 pas et s'agenouilla devant ses garçons. Il posa ses mains sur eux deux, une sur le dos de Jesse, une sur l'épaule de Samuel, et il ne dit rien pendant un long moment. Il les tint simplement là. Il respira simplement. Puis Samuel leva les yeux vers son père avec son visage sérieux et solennel et dit « Clara est sortie dans la tempête pour nous, papa. » Jack la regarda. Elle le regarda en retour. « Elle l'a fait, dit-il. Sa voix avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle l'a fait. » Jesse lâcha enfin lentement son manteau. Il se recula et la regarda avec quelque chose de tout à fait nouveau sur son visage. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les tests, les combats ou la stratégie de survie. Quelque chose de plus jeune que tout ça. Quelque chose qui attendait depuis longtemps la permission. « Clara, dit-il. »« Oui. » Il la regarda avec ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, si semblables à l'image de sa mère sur cette photo pliée qu'elle n'avait jamais vraiment vue. « Je suis désolé d'avoir mis votre seau dans le puits. » Clara sentit quelque chose la traverser qu'elle n'avait pas de nom et n'essaya pas d'en trouver un. Elle posa sa main sur le côté de son visage, très doucement. « Je sais que tu l'es, dit-elle, et je te pardonne. » La tempête finit de se calmer autour d'eux. La pluie se transforma en murmure. Dehors, quelque part dans la cour, un des chevaux appela, incertain, cherchant, et un autre lui répondit. Jack se leva. Il souleva Samuel dans un bras. Jesse se leva seul, bien qu'il restât assez près de Clara pour que son épaule soit pressée contre son bras. Ils sortirent tous les 4 du hangar ensemble, dans la nuit qui s'éclaircissait, dans l'odeur de la terre lavée par la pluie et le son du monde qui se remettait en place. La main de Clara trouva celle de Jesse sans qu'aucun des deux ne l'ait décidé. Il la tint. De petits doigts enroulés autour des siens, certains et réels. Et Jack regarda la scène à 2 pieds de distance avec une expression sur son visage qui ressemblait à quelque chose qui se défaisait et quelque chose qui se reconstituait en même temps. Elle ne le regarda pas. Elle n'était pas prête, et lui non plus. Mais la distance entre eux, la distance prudente, délibérée et autoprotectrice qu'ils avaient tous deux maintenue avec l'effort discipliné de 2 personnes qui savaient exactement combien il en coûterait de la combler, avait changé cette nuit. Elle pouvait le sentir. Elle soupçonnait qu'il le pouvait aussi. Le matin après la tempête, Redwood Valley avait des opinions. Clara les entendit avant même d'atteindre la ville. Elle était allée avec Pete pour des provisions. La tempête avait détruit une partie de la clôture et ils avaient besoin de fils de fer, de clous, de bois. Et les regards commencèrent au début de la rue principale et ne s'arrêtèrent pas. Pas les regards de côté habituels auxquels elle s'était habituée. Quelque chose de plus délibéré, de plus organisé. Harriet la rencontra devant le magasin général, les bras croisés et l'expression tendue. « Hattie Drummond a été bien occupée ce matin, » dit-elle à voix basse et rapide. « Elle raconte aux gens que vous avez laissé les garçons sortir dans la tempête, que vous avez été négligente, que les enfants de Jack ont failli mourir à cause de vous. » Clara devint très immobile. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle. Je le sais, vous le savez. Mais Hattie parle à quiconque veut bien l'écouter. Et dans cette ville, c'est la plupart des gens avant 9 heures du matin. » Les yeux de Harriet étaient fixes et sérieux. Elle est allée voir le Reverend Cole hier soir. Elle lui demande de parler formellement à Jack de votre présence continue dans cette maison. Clara absorba l'information. Elle garda son visage composé par un acte de volonté qui lui coûta considérablement. « Il y a plus, » dit Harriet. Bien sûr qu'il y en avait. Briggs était au saloon hier soir, payant des verres et parlant de la situation de Jack, de la revendication légale sur le ruisseau. Il a fait comme si Jack était déjà fini, comme si c'était réglé. Harriet fit une pause. Il a dit qu'un homme qui ne peut pas garder sa propre maison en ordre ne peut pas être digne de confiance pour gérer une revendication foncière contestée. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit de Clara avec une précision qui lui glaça la poitrine. Briggs n'avait pas seulement déposé une plainte légale.
Il construisait une image. Un éleveur en plein chaos. Des garçons sans mère presque perdus dans une tempête. Une femme de moralité douteuse vivant dans la maison. Une propriété en litige. Un homme qui ne pouvait rien gérer de tout ça. Il allait utiliser chaque morceau de cela au tribunal. Et la ville le lui offrait volontiers. Il va essayer de tout prendre, dit Clara. Oui, dit simplement Harriet. Je pense que oui. Clara acheta les provisions. Elle les chargea avec Pete dans un silence quasi total. Sur le chemin du retour au ranch, elle s'assit droite sur le siège du chariot, regarda la route et pensa avec une clarté froide et concentrée qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La même clarté qu'elle avait utilisée pour survivre à l'hiver après la mort de May, après le départ de Thomas, après tout. La clarté qui ne venait pas de l'espoir, mais de la décision d'agir. Elle n'allait pas laisser cela se produire. Jack était à la clôture endommagée à leur retour, travaillant aux côtés de Cody avec l'intensité concentrée d'un homme qui gère les problèmes avec ses mains. Il leva les yeux quand elle descendit du chariot. Il lut son visage en environ 3 secondes. « Dites-moi, dit-il. Elle lui raconta tout. Hattie, Briggs au saloon, l'image qui se construisait. Elle n'adoucit rien et ne fit aucun commentaire. Elle exposa les faits comme Harriet les lui avait exposés, rapidement, clairement et honnêtement. Jack écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « Il se sert de vous, dit Jack. Il se sert de votre présence ici. Oui, si vous me laissez partir, ça ne l'arrêtera pas, le coupa-t-elle. Et ça ne changera pas ce que la ville pense déjà. Me renvoyer maintenant ne fait que confirmer tout ce que Hattie Drummond a dit. Ça ressemble à de la culpabilité. » Elle soutint son regard. « La seule chose qui change ça, c'est que vous vous leviez dans cette ville et que vous disiez clairement ce que je suis ici et ce que je ne suis pas. » Sa mâchoire se contracta. « Et que faites-vous ici, Clara? » La question n'était pas ce qu'elle semblait être en surface. Elle comprit qu'il ne demandait pas un titre de poste. Il demandait quelque chose de plus difficile. Quelque chose autour duquel ils tournaient tous les deux depuis des semaines, avec la délibération prudente de 2 personnes qui avaient été assez gravement brûlées pour respecter le feu. Elle le regarda un long moment. Elle pensa au hangar, aux mains de Jessie agrippant son manteau, à la voix de Samuel disant « Elle est sortie dans la tempête pour nous, papa. »« Je suis quelqu'un qui ne part pas, dit-elle. C'est ce que je suis. Peu importe comment on l'appelle, cette partie est vraie. » Quelque chose traversa son expression, brute, réelle et rapidement contrôlée. Il hocha la tête une fois. Il ramassa ses outils et retourna à la clôture, mais ses épaules avaient changé. Quelque chose dans leur posture. Clara retourna à la maison. Le révérend vint cet après-midi-là. Elle ouvrit la porte et trouva le révérend Cole sur le porche. Un homme mince et bien intentionné d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et l'expression inconfortable de quelqu'un à qui on a demandé de faire quelque chose dont il n'est pas entièrement sûr que ce soit juste. Derrière lui, à une distance calculée pour paraître non impliqué mais toujours visible, Hattie Drummond se tenait avec 2 autres femmes de la Société d'aide aux dames. Clara regarda le révérend. Elle regarda Hattie. Elle regarda de nouveau le révérend. « Révérend Cole, dit-elle, voulez-vous entrer? » Madame Walker. Il retira son chapeau. « Je me demandais si je pouvais avoir un mot avec M. Matthews. »« Il travaille à la clôture. Je peux aller le chercher si vous en avez besoin, ou vous pouvez me parler. » Elle s'écarta de la porte, une invitation qui ne lui laissait aucune issue confortable. Il entra. Elle n'invita pas les femmes sur le chemin et elles n'insistèrent pas, bien qu'elle sentît le regard de Hattie sur son dos comme une marque au fer rouge. Elle fit asseoir le révérend à la table de la cuisine. Elle lui versa du café. Elle s'assit en face de lui et attendit. Il n'était pas un homme cruel. Elle pouvait voir qu'il était un homme à qui on avait confié une tâche par quelqu'un avec plus de force sociale que de bon sens. Et il essayait de l'accomplir avec autant de décence que possible. « Il y a une inquiétude, commença-t-il prudemment, dans la communauté, à propos de l'arrangement ici, de la bienséance de la situation. Vous êtes une femme seule. Monsieur Matthews est veuf. Il y a de jeunes enfants dans la maison. »« Il y en a, dit Clara, qui avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. C'est pourquoi Jack m'a engagé. »« Bien sûr, bien sûr. » Le révérend fit tourner sa tasse de café. « Mais vous comprenez comment cela apparaît. »« Je comprends comment certaines personnes ont décidé que cela apparaît, dit-elle. Ce n'est pas la même chose. »
Elle garda sa voix égale et respectueuse. Révérend, je suis ici depuis 4 semaines. J'ai cuisiné, nettoyé et pris soin de ces garçons chaque jour. C'est moi qui les ai trouvés dans la tempête hier soir et qui les ai tenus jusqu'à ce qu'elle passe. Je n'ai rien fait, pas une seule chose, que n'importe quelle femme décente de cette ville n'aurait pas fait à ma place. Il la regarda. Maintenant, elle joignit ses mains sur la table. Je respecte votre fonction. Je respecte que vous soyez venu ici de bonne foi. Mais j'aimerais que vous vous demandiez, qui profite de mon départ de cette maison? Qui a quelque chose à gagner si Jack Matthews a l'air d'un homme qui ne peut pas maintenir l'ordre? Qui a envoyé ces femmes là-bas pour se tenir sur le chemin, afin que tout ce qui se passe ici aujourd'hui ait des témoins? Le révérend resta silencieux. Briggs, dit-il lentement, j'imagine que ce nom est apparu récemment dans des conversations que vous ne pensiez pas liées à celle-ci, dit Clara. Il posa son café, il regarda la table. Il avait l'air d'un homme en train de réorganiser plusieurs choses dans son esprit simultanément. Je n'étais pas au courant, dit-il prudemment, de toutes les dimensions de cette situation. La plupart des gens ne le sont pas, dit Clara. Harlan Briggs est très doué pour garder les dimensions séparées. Le révérend se leva. Il remit son chapeau. Il la regarda avec quelque chose qui était proche du respect et quelque peu mêlé de dépit. Je vais parler à Hattie, dit-il. J'apprécierais, dit Clara. Et révérend, il fit une pause. Dites-lui que les garçons vont bien, au cas où elle serait réellement inquiète et pas seulement utile. Il partit. Clara regarda par la fenêtre pendant qu'il parlait aux femmes dehors. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle pouvait lire la conversation par la façon dont la posture de Hattie changea. Se raidissant, puis une protestation visible, puis l'immobilité particulière d'une femme à qui on vient de dire quelque chose qu'elle n'attendait pas. Le groupe se dispersa lentement et sans joie, mais il se dispersa. Clara expira. Derrière elle, une petite voix dit « Vous avez été vraiment doué pour ça ». Elle se tourna. Jesse était assis au bas de l'escalier, ce qui signifiait qu'il avait été là pendant la majeure partie de la conversation. Ses yeux étaient grands, et quelque chose en eux ressemblait presque à de l'admiration. « Tu étais censé être dehors, dit-elle. »« Je sais. » Il ne bougea pas. « Clara, est-ce que quelqu'un essaie de faire perdre le ranch à papa? » Elle le regarda. 4 ans et ses yeux voyaient tout. « Quelqu'un essaie, dit-elle. Nous n'allons pas les laisser faire. » Jesse considéra cela avec la gravité d'un petit général. « Qu'est-ce qu'on fait? »« On fait ce qu'on a fait jusqu'à présent, dit-elle. On reste, on travaille, on ne donne de raison à personne. » Elle fit une pause. « Et on fait confiance à ton père. » Jesse hocha lentement la tête, puis il se leva, épousseta son pantalon avec une grande dignité et sortit par la porte arrière. Clara pressa sa main sur sa bouche un moment, juste un moment, puis elle commença à préparer le souper. Le rebondissement vint d'une direction que personne n'attendait. C'est Samuel qui le trouva. Samuel qui était silencieux, observateur, et qui remarquait les choses que les autres ignoraient, qui avait passé la semaine depuis la tempête à suivre Clara avec une nouvelle assurance. Comme un enfant qui a pris une décision et qui est en paix avec elle. Il vint la voir un mercredi après-midi avec un morceau de papier dans les mains. Du vieux papier, du genre qui avait été plié et replié de nombreuses fois, les plis usés et doux. Il le lui tendit sans préambule. « J'ai trouvé ça, dit-il, dans les affaires de maman, dans les boîtes au laitage. Je cherchais sa photo parce que je voulais voir son visage et j'ai oublié où papa a mis le cadre. » Il s'arrêta. Sa voix était devenue prudente. « Je pense que c'est important. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça l'est. » Clara prit le papier. Elle le déplia avec soin. C'était une lettre écrite de cette écriture penchée en avant qu'elle reconnaissait des boîtes. L'écriture d'Eleanor datée de mars 1883. Il y a 4 ans, l'année après la naissance des jumeaux. Elle la lut une fois rapidement, puis de nouveau lentement. Puis elle s'assit. C'était une lettre qu'Eleanor avait écrite à Jack, le genre de lettre qu'une femme écrit quand elle a besoin de mettre quelque chose sous forme permanente, quand elle a besoin qu'il y ait une trace. Eleanor l'avait écrite après une conversation avec le vieux Gerald Briggs, le père de Harlan. Il était venu au ranch, ivre et en colère à propos d'un différend sur l'eau, et il avait dit, entre autres choses, que tout acte que son fils prétendait détenir sur la limite du ruisseau sud était un faux, que Gerald lui-même n'avait jamais rien signé, que Harlan essayait de fabriquer une revendication depuis des années et qu'Eleanor devait avertir Jack.
Gerald Briggs était mort 6 mois après cette lettre, de cause naturelle, laissant derrière lui apparemment un fils qui avait continué à construire une revendication frauduleuse pendant 4 ans de plus, jusqu'à ce que la sécheresse rende le ruisseau assez précieux pour agir. Clara s'assit à la table de la cuisine avec la lettre d'Eleanor dans les mains et entendit son propre cœur battre. Elle entendit la porte d'entrée. Jack. Elle connaissait son pas maintenant. Jack. Sa voix sortit étrange, ferme mais étrange. Viens ici. Il entra dans la cuisine. Il jeta un coup d'œil à son visage et traversa la pièce jusqu'à la table. Elle lui tendit la lettre. Il la lut. Elle le regarda lire, regarda son visage passer par plusieurs phases successives, la confusion, puis la compréhension naissante, puis quelque chose de féroce, de brûlant et à peine contenu. C'est Samuel qui l'a trouvé, dit-elle, dans les boîtes d'Eleanor. Jack leva les yeux. Il regarda son fils qui n'avait pas bougé de l'embrasure de la porte et qui observait son père avec ce regard sérieux et constant. Jack se leva. Il traversa la pièce en 4 pas jusqu'à Samuel, s'agenouilla et prit le visage de son fils dans ses 2 mains. « Tu as trouvé ça tout seul? » dit-il. Samuel hocha la tête. « Je cherchais la photo de maman. Je voulais la voir. » Sa voix était très petite. « C'est important? » Jack serra son fils contre lui, fort. Il le tint là, sa main sur la nuque de Samuel, sa mâchoire travaillant avec quelque chose qui n'était pas tout à fait des mots. « Ouais, mon grand, » dit-il finalement, la voix rauque à tous les égards. « C'est important. » Un souffle. « Ta maman vient de sauver ce ranch. » Les bras de Samuel entourèrent le cou de son père et s'y agrippèrent. Clara regarda la lettre dans ses mains. Elle pensa à Eleanor, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, dont elle reconnaissait l'écriture, dont elle avait tenu les enfants dans une tempête, dont elle avait vu le mari, lentement, prudemment, à contre-cœur, recommencer à vivre. Une femme qui, dans un moment de prévoyance prudente il y a 4 ans, avait écrit ce qu'elle savait, l'avait plié et rangé, et avait fait confiance qu'il trouverait les bonnes mains au bon moment. C'était le cas. Ce soir-là, Jack se rendit à Harlem. Il partit seul au crépuscule, avec une lettre dans sa poche et une expression particulière sur son visage que Clara reconnaissait. Celle de la dispute sur le porche, de la clôture et de la table de la cuisine. L'expression d'un homme qui a décidé de se battre et a cessé de s'inquiéter de savoir s'il allait gagner. Il dit à Clara qu'il serait de retour avant minuit. Il lui dit de ne pas l'attendre. Elle l'attendit. Elle s'assit à la table de la cuisine, la lampe basse, les garçons endormis depuis longtemps, et la nuit d'été pressant chaudement contre les fenêtres. Et elle pensa à toutes les choses qu'elle n'avait pas prévues en descendant de la diligence à Redwood Valley. Le travail qu'elle avait pris pour disparaître. L'homme qui l'avait engagé avec un avertissement de 2 phrases sur son tempérament difficile. Les garçons qui avaient mis 3 semaines à la laisser entrer, puis l'avaient laissée entrer complètement et d'un seul coup, comme le font les enfants. Elle plongea la main dans sa poche, elle sortit le ruban de mai, bleu délavé, le bord qui lui coupait la paume si elle le serrait trop fort, et elle le posa à plat sur la table et le regarda. Elle le portait depuis 14 mois comme une blessure qu'elle ne laissait pas se refermer. Comme si la laisser se refermer signifiait qu'elle oubliait. Comme si le deuil était la seule façon honnête d'aimer ce qu'on avait perdu. Elle resta avec cette pensée pendant longtemps. Elle pensa à ce que Samuel avait dit ce jour-là au déjeuner, il y a 3 semaines. La dernière ne nous aimait pas. Il l'avait dit sans apitoiement, un fait qu'il avait absorbé et accepté, comme les enfants acceptent les choses quand ils n'ont pas d'autre choix. Elle pensa aux mains de Jessie sur son manteau dans la tempête. Elle pensa à la voix de Jack disant « Elle est sortie dans la tempête pour nous, papa. » Pas ce que cela signifiait, juste le fait, sa simplicité. Elle prit le ruban et le tint dans ses 2 mains et se laissa le sentir. Il y a un sorti. May et Thomas et l'hiver et la diligence et chaque mile qu'elle avait mis entre elle et la femme qu'elle avait été avant de venir ici. Et puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 14 mois. Elle pleura. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste tranquillement à la table de la cuisine, à la faible lueur de la lampe, jusqu'à ce qu'elle soit assez vide pour respirer correctement. Puis elle s'essuya le visage. Elle plia le ruban avec soin et le plaça dans sa poche. Elle se moucha avec un torchon de cuisine et n'en fut pas fière. Elle mit la bouilloire sur le feu.
Jack revint à 11 heures. Elle entendit le cheval, l'entendit dans l'écurie, entendit ses bottes sur le porche. La porte s'ouvrit et il entra. Il s'arrêta en la voyant à table avec la lampe et la bouilloire. « J'ai dit de ne pas m'attendre, dit-il. Vous l'avez dit, convint-elle. Il la regarda un moment. Il s'assit. L'avocat pense que la lettre d'Eleanor est suffisante pour contester l'acte, dit-il. La déclaration de Gerald Briggs, même de seconde main, combinée à une analyse graphologique de l'acte lui-même. Il dit que Briggs a fabriqué la signature. Il a déjà vu ce genre de choses. Il joignit ses mains sur la table. Il dépose une requête pour suspendre la procédure judiciaire demain matin. Il veut présenter l'affaire au juge de circuit le mois prochain. Est-ce que ça tiendra? Il le pense. Il fait ça depuis assez longtemps pour savoir quand il a quelque chose de solide. Jack fit une pause. Briggs saura demain que la lettre existe. Il ne sera pas content. Que fera-t-il? Quelque chose, dit Jack. Je ne sais pas encore quoi, mais Briggs ne perd pas en silence. Il regarda la table. Je veux que vous soyez prudente, Clara. En ville, en allant et venant. Je veux que Pete vous accompagne jusqu'à ce que ce soit réglé. Elle le regarda. Vous êtes inquiet. Je suis pratique, dit-il. Mais ses yeux disaient une autre chose. Elle versa son thé. Elle le posa devant lui. Elle se rassit. La cuisine était silencieuse entre eux. Pas un silence inconfortable. Le genre de silence qui existe entre deux personnes qui n'ont plus besoin de remplir l'air de mots. « Jack, dit-elle. » Il leva les yeux. « Eleanor savait, dit-elle pour la lettre, et porta la libretta. Elle l'a écrite parce qu'elle savait que ça pourrait compter un jour. Elle pensait à ce ranch et à cette famille quand elle a fait ça. » Elle fit une pause. On dirait que c'était une très bonne femme. Quelque chose traversa son visage, quelque chose qui faisait mal et qui n'avait pas honte de faire mal. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue, dit-il. Sa voix était rauque et honnête. J'ai été si en colère contre elle de m'avoir quitté. Je sais que ce n'est pas... Je sais qu'elle n'a pas choisi, mais j'ai été si en colère. Il s'arrêta, il regarda ses mains. Et j'ai eu si peur que si j'arrêtais d'être en colère, je ne serais plus rien, juste vide. Clara le regarda de l'autre côté de la table. « Vous n'êtes pas rien, dit-elle doucement. Vous êtes le père de deux garçons extraordinaires qui ont trouvé une lettre dans une tempête et ont sauvé votre ranch. Et vous ne savez même pas encore tout ce qu'ils sont. » Elle fit une pause. « Et vous êtes un homme qui a engagé une étrangère et qui n'a pas posé de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Vous lui avez donné une chambre et lui avez dit qu'elle n'avait pas à être autre chose que ce qu'elle était. » Sa voix était devenue légèrement instable. Elle la raffermit. « Ce n'est pas rien, Jack, c'est tout. » Il la regarda pendant longtemps. Il la regarda simplement et elle le laissa faire. Parce qu'elle comprenait que certaines choses doivent être vues correctement avant de pouvoir être dites. Puis il tendit la main sur la table. Il posa sa main sur la sienne. Juste ça, sa main sur la sienne sur la table de la cuisine à la faible lueur de la lampe. Sans bouger, sans rien exiger. Juste là, juste présent. Elle ne recula pas. Elle retourna lentement sa main jusqu'à ce que sa paume soit contre la sienne et que ses doigts se ferment. Aucun d'eux ne parla. Dehors, la nuit d'été respirait, chaude et immobile. Et quelque part loin dans le pâturage sud, au-delà de la clôture réparée et du ruisseau qui coulait toujours malgré Arlen Briggs et malgré tout, un oiseau de nuit appela une fois et se tut. Ils restèrent ainsi longtemps. Et quand Clara alla enfin dans sa chambre et s'allongea sur le lit étroit dans le noir, elle ne chercha pas le ruban. Pour la première fois en 14 mois, elle s'endormit avant d'en avoir besoin. La nouvelle que Jack Matthews avait des preuves pour contester la revendication de Briggs atteignit Redwood Valley avant le petit déjeuner. Clara ne savait pas comment. Les villes avaient leur propre système circulatoire. L'information s'y déplaçait comme le sang dans un corps, rapidement et sans demander la permission. Au moment où elle entra dans le magasin général ce jeudi matin, avec Pete à ses côtés, elle put sentir le changement. La qualité des regards avait changé. Moins de jugement, plus de curiosité. Le recalibrage particulier des gens qui ont répété une histoire et à qui on vient de dire que l'histoire était fausse. Bert était derrière le comptoir quand elle entra. Il la regarda et hocha la tête avec une chaleur qui n'était pas là 3 semaines auparavant. « Bonjour, Madame Walker. »« Bonjour, Bert. » Il paraît que Jack a trouvé quelque chose sur la revendication de Briggs. « C'est exact, dit-elle. » Elle n'en dit pas plus. Elle posa sa liste sur le comptoir. « Bien, dit simplement et complètement Bert.
Il commença à rassembler les articles. Cet homme est un fléau pour cette vallée depuis 2 ans. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Derrière elle, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle entendit le silence spécifique qui suivit. Le genre de silence qui a une forme. Et elle se tourna. Hattie Drummond se tenait dans l'embrasure de la porte. Pour la première fois depuis que Clara était arrivée à Redwood Valley, Hattie n'avait pas la posture d'une femme menant une charge. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Ses yeux passèrent de Clara à Bert, puis de nouveau à Clara, avec le calcul prudent de quelqu'un qui révise une position qu'il a tenue très publiquement. Clara la regarda directement. Pas avec froideur, pas avec triomphe, juste fixement. De la manière dont on regarde quelqu'un avec qui on est prêt à être décent s'il vous le permet. Hattie ouvrit la bouche, la referma. Puis elle dit, sèchement mais clairement, « J'espère que M. Matthews obtiendra une audience équitable de la part du juge. » « Nous aussi, dit Clara. « Merci, Hattie. » Hattie fit un bref signe de tête et se dirigea vers les rouleaux de tissu sans un mot de plus. Clara se retourna vers le comptoir. Bert regardait le plafond avec une expression de neutralité élaborée. « Ne dites rien, dit doucement Clara. »« Je n'allais pas dire un mot, dit Bert, et il lui tendit de la farine. L'audience fut fixée à la 2e semaine d'août. Les 3 semaines entre-temps furent les plus étranges du séjour de Clara au double M. Étranges parce qu'elles furent, par moments, presque paisibles. Briggs s'était fait discret après que Jack eut déposé la contre-revendication. Son avocat avait demandé plus de temps. Le juge de circuit l'avait refusé. Le processus avançait. Et Briggs, qui avait passé des années à construire une revendication frauduleuse en supposant que personne ne regarderait d'assez près, était maintenant confronté à la réalité de quelqu'un qui regardait de très près. Le ranch respirait. C'était le seul mot pour le décrire. Comme si la propriété elle-même comprenait que le pire pourrait être en train de passer. Jesse et Clara avaient atteint, quelque part entre la tempête et les papiers légaux, un état de véritable alliance. Il l'aidait dans la cuisine sans qu'on le lui demande. Maladroitement, avec enthousiasme et avec un commentaire incessant qui rendait toute efficacité réelle impossible. Mais elle ne le lui dit pas. Il avait commencé à lui garder une place particulière à la table du petit déjeuner, la chaise qui faisait face à la fenêtre, parce qu'il avait remarqué une fois qu'elle regardait vers le ruisseau le matin. Et il avait décidé, à la manière des enfants, qu'elle devrait pouvoir le faire confortablement. Samuel avait pris l'habitude de s'asseoir à côté d'elle le soir, quand Jack passait en revue les livres de contes. Il apportait un morceau de bois qu'il essayait de sculpter, maladroitement, avec l'assurance absolue d'un garçon qui n'a pas encore compris ce qu'est le talent. Il y travaillait en silence concentré pendant qu'elle cousait, que la lampe brûlait doucement et que la nuit d'été s'appuyait chaudement contre les fenêtres. C'étaient les moments que Clara n'avait pas prévus. C'étaient les moments qui la défaisaient tranquillement, complètement. Un soir, Samuel leva sa sculpture. C'était censé être un cheval. Ça ressemblait un peu à un cheval si on l'abordait avec une bonne volonté significative et une définition flexible du mot. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Je pense que c'est merveilleux, dit-elle. Il le regarda. Ça ne ressemble pas vraiment à un cheval. « Pas encore, dit-elle. Mais l'intention est là. L'intention est là où tout commence. » Il le tourna dans ses mains, puis il la regarda avec ses yeux sérieux. « Clara, penses-tu que maman t'aurait aimé? » La question la frappa quelque part de tendre et de non gardé. Et elle eut besoin d'une grande respiration avant de pouvoir répondre. « Je l'espère, dit-elle honnêtement. Je pense qu'elle était quelqu'un qui prêtait attention aux bonnes choses, et je pense que si elle avait prêté attention à moi, elle aurait vu que je... » Elle s'arrêta, recommença. « J'espérais qu'elle puisse voir que j'aime cette famille et que je n'essaie de remplacer rien ni personne. J'essaie juste d'être là. » Samuel la regarda un long moment, puis il dit avec la certitude d'un enfant qui a pris une décision fondamentale. « Je pense qu'elle t'aurait aimé. Je pense qu'elle serait contente que tu sois là. » Clara serra les lèvres. Elle hocha la tête. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. Samuel retourna à sa sculpture. Clara retourna à sa couture. La lampe brûlait. La nuit respirait. Jack, réalisa-t-elle, s'était arrêté dans le couloir. Elle pouvait le sentir là sans regarder, pouvait sentir la qualité de son immobilité, la façon dont il écoutait, la façon dont il choisissait de ne pas interrompre.
La façon dont il retourna finalement tranquillement à la table avec les livres de compte et ne dit rien du tout. Mais plus tard, quand les garçons furent au lit et qu'elle attisait le feu de la cuisine, il dit depuis la table, sans lever les yeux du registre, « Il a raison, vous savez. » Elle le regarda. « Eleanor. » Il tourna une page. Elle vous aurait aimé. Elle avait un don pour savoir qui était vrai et qui ne l'était pas. Il fit une pause. Elle aurait su que vous étiez vrai. Clara se tenait près de la cheminée, le tisonnier à la main, et sentit quelque chose dans sa poitrine s'étendre à une taille qu'elle n'avait pas su possible. « Merci, dit-elle. Juste ça. » Il hocha la tête une fois. Il ferma le registre. Il alla se coucher. Elle resta là, dans la cuisine chaude, pendant longtemps, sans bouger, sans penser, juste en étant. Le rebondissement arriva 8 jours avant l'audience. Et il vint de Briggs, d'une manière plus laide que tout ce qui avait précédé. Clara l'apprit de Pete, qu'il avait entendu d'un homme de main du ranch voisin qui était au saloon quand l'homme de Briggs l'avait laissé échapper. Par accident ou à dessein, elle ne le sut jamais. Ce que Briggs avait apparemment décidé, ayant perdu l'avantage juridique, c'était de déplacer complètement le champ de bataille. Il ne s'en prenait plus à la terre. Il s'en prenait aux garçons. Il avait retrouvé la sœur d'Eleanor dans le Missouri, une femme nommée Agnes Whitfield, et il lui avait écrit. Il lui avait dit que Jack était en difficulté financière et juridique, que le ranch était en faillite, que les enfants vivaient dans un foyer instable avec une femme de moralité incertaine, et qu'un tribunal pourrait voir d'un bon œil une demande de garde de la part d'un parent de sang. Agnes Whitfield avait répondu. Sa lettre, selon l'homme de Briggs qui avait trop parlé un verre à la main, était déjà chez un avocat à Denver. Clara s'assit dans la cuisine quand Pete lui raconta ça et sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quand? » dit-elle. « Je ne sais pas exactement. Bientôt. » Le visage de Pete était sombre. « Jack doit savoir. Je vais le lui dire. » Elle se dirigea vers la clôture. Jack était là avec Cody, travaillant comme il travaillait toujours, de tout son corps, donnant tout ce qu'il avait à la tâche physique parce que c'était ainsi qu'il gérait les choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Il vit son visage alors qu'elle était encore à 20 Mavers et lâcha le fil de fer. Que s'est-il passé? Elle le lui raconta. Elle regarda son visage passer par la même séquence qu'elle avait observée il y a 4 semaines. Immobilité, compréhension, fureur contenue. Mais cette fois, il y avait quelque chose en dessous qui était différent. Plus désespéré, plus brut. « Agnes, dit-il. » Le mot sonnait comme s'il avait des épines. Je lui ai dit quand Eleanor est morte. Je lui ai dit que les garçons restaient avec moi et que je ne négocierais pas. Elle l'a accepté. Je pensais qu'elle l'avait accepté. Briggs l'a fait changer d'avis, dit Clara. Ou son avocat, peu importe. Elle le regarda fixement. Vous devez lui parler, Jack. Avant que ça n'aille plus loin, vous devez aller la voir directement. Le Missouri, c'est 4 jours de route. Alors vous feriez mieux de partir bientôt. Il la fixa. Je ne peux pas quitter le ranch. L'audience est dans 8 jours. Briggs pourrait faire un coup. Pete et Cody sont là. L'audience est gérée. Votre avocat sait quoi faire. Elle garda sa voix égale et claire. Mais Agnes Whitfield a besoin d'entendre votre version, pas celle de Briggs. Elle a besoin de voir ce qu'est cet endroit, ce que sont vos garçons. Elle fit une pause. Amenez-la ici, Jack. Invitez-la. Enlevez l'arme de Briggs en faisant en sorte que ce ne soit plus une arme. Il la regarda pendant longtemps. Et si elle veut toujours se battre pour la garde, dit-il, alors vous vous battrez depuis une position d'honnêteté au lieu de distance. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. Elle soutint son regard. Elle aimait Eleanor. Elle veut que ses garçons aillent bien. C'est tout ce qu'elle veut vraiment. Donnez-lui la preuve qu'ils le sont. Il se détourna. Il posa ses 2 mains sur le rail supérieur de la clôture et resta là, regardant le pâturage sud, le ruisseau qu'il ne pouvait pas voir mais qu'il pouvait entendre. Elle pouvait le voir ici, analyser la situation comme il analysait tout, lentement et complètement, s'engageant une fois sa décision prise. « Serez-vous bien ici? » dit-il. « Avec les garçons, si je pars? »« Jack, » dit-elle avec une douce exaspération. « Je gère cette maison, vos fils, 2 hommes de ranch et une ville pleine d'opinions depuis 5 semaines. J'irai bien. »
Quelque chose qui était presque un sourire traversa son visage. Presque. Ouais, dit-il, vous irez bien. Il partit le lendemain matin avant l'aube. Clara se tint sur le porche dans l'obscurité estivale et regarda la lumière de sa lanterne rétrécir sur la route jusqu'à disparaître. Jessie se tenait à côté d'elle dans sa chemise de nuit, tout froissé de sommeil et sérieux. « Il revient, dit Jessie. Ce n'était pas tout à fait une question. « Il revient, dit-elle. Jessie leva les yeux vers elle. « Comment le savez-vous? » Elle posa sa main sur sa tête, sentant sa chaleur, sa réalité. « Parce que tout ce qu'il aime est ici, dit-elle. » Jessie réfléchit à cela avec une grande solennité. Puis il dit, « Ça vous inclut. » Clara baissa les yeux sur lui. Jessie la regarda en retour avec la franchise absolue d'un enfant qui a énoncé un fait et ne voit aucune raison de s'en excuser. Elle ne répondit pas, mais elle le ramena doucement à l'intérieur. Parce que le matin arrivait, qu'il y avait un petit déjeuner à préparer, un ranch à gérer, et que certaines vérités n'avaient pas besoin de réponse, seulement d'être reçues. Jack revint le 5e jour. Il n'était pas seul. Clara entendit le chariot avant de le voir. Elle sortit sur le porche et le regarda remonter la route. Jack sur le siège, et à côté de lui une femme qu'elle n'avait jamais vue. Fin de la quarantaine, cheveux sombres, les yeux d'Eleanor dans un visage différent. Posture droite, mains jointes, expression soigneusement composée à la manière d'une personne qui a pleuré, a fini, et ne prévoit pas de le refaire là où quelqu'un peut voir. Agnes Whitfield descendit du chariot avant que Jack ne l'ait complètement arrêté. Elle regarda la maison. Elle regarda la cour. Elle regarda la clôture réparée et le jardin que Clara avait passé 2 semaines à ramener lentement de son état sauvage. Le linge sur la corde, et les 2 petits garçons qui étaient apparus à la balustrade du porche et la regardaient avec de grands yeux identiques. Elle pressa sa main sur sa bouche. Puis Samuel dit, « Êtes-vous notre tante Agnès? » Elle fit un son brisé, impuissant. Elle traversa la cour en 6 pas, s'abaissa à son niveau et ouvrit les bras. Et les 2 garçons s'y jetèrent avec la complétude inconsciente que les enfants apportent à tout. Clara se tenait sur le porche et regarda Jack par-dessus la tête d'Agnes Whitfield. Il la regarda en retour. Il était fatigué. 4 jours de route difficile dans la chaleur de l'été. Il avait de la poussière sur tout et des ombres sous les yeux. Il ressemblait à un homme qui a fait quelque chose de difficile et qui n'est pas encore tout à fait sûr du résultat. Elle lui fit un petit signe de tête. Il expira. Agnes resta 2 jours. Clara lui donna la chambre d'amis, pas la chambre avec les boîtes d'Eleanor, mais l'autre, la vraie chambre d'amis. Elle lui prépara ses repas, la laissa seule quand elle avait besoin d'être seule, et répondit directement à ses questions quand elle en avait. Agnes en avait plusieurs. Elle les posa avec soin, comme une femme pose des questions quand elle essaie d'être juste à propos d'une situation qu'elle était devenue prête à distrust. Le 2e matin, elles s'assirent à la table de la cuisine autour d'un café. Les garçons et Jack étaient dans l'enclos. Agnes joignit ses mains et dit, « Je vous dois des excuses, Madame Walker. »« Vous ne me devez rien, dit Clara. »« Si, on m'a dit des choses. J'ai agi en conséquence sans venir voir par moi-même. » Agnes regarda son café. « Eleanor était toute ma famille. Quand elle est morte, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose d'elle. Les garçons sont la chose la plus Eleanor au monde. » Elle fit une pause. Briggs m'a dit qu'ils étaient négligés. Il m'a dit que le ranch était en faillite et que leur père était trop perdu dans son deuil pour le voir. Je l'ai cru parce que j'avais peur. Elle leva les yeux. Ce n'est pas une maison négligée, Madame Walker. Ce ne sont pas des garçons perdus. Non, convint Clara. Ils ne le sont pas. Jessie m'a montré sa collection de chaussures hier, dit Agnes. Il a 11 bottes qui ne vont avec rien. Il les a arrangées par taille et leur a toutes donné des noms. Clara garda son expression composée avec effort. Il a mentionné les bottes. Samuel a passé 40 minutes à m'expliquer pourquoi sa sculpture en bois est un cheval et non un chien. La voix d'Agnes était devenue douce. Il ressemble exactement à Eleanor quand il explique quelque chose. Cette même patience, cette certitude. Elle serra les lèvres. Ils vont bien s'en sortir. C'est vrai, dit Clara. Ce sont des garçons extraordinaires. Agnes la regarda un long moment. Et vous, qu'êtes-vous pour eux? La question n'était pas hostile, elle était sincère. C'était une femme qui avait aimé Eleanor, demandant directement et honnêtement quelle forme cette famille avait prise. Clara pensa à 14 mois, à un ruban bleu,
à un lit étroit et à un cheval qui avait finalement mangé dans sa main. Elle pensa à la prise de Jessie sur son manteau et à la voix de Samuel et à la main de Jack sur la sienne sur la table de la cuisine. « Je ne suis pas leur mère, dit-elle avec soin. Je n'essaye pas de l'être. Eleanor est leur mère et elle le sera toujours. Elle fit une pause. Mais je les aime, je suis là et je ne pars pas. Elle regarda Agnès fixement. Quoi qu'il arrive ensuite, cette partie est vraie. Agnès l'étudia. Puis elle hocha la tête lentement et sûrement et prit sa tasse de café. Eleanor vous aurait choisi elle-même, dit-elle doucement, si elle avait pu choisir quelqu'un. Elle but une gorgée, posa la tasse. Je veux venir 2 fois par an si vous m'acceptez. Je veux les connaître en grandissant. C'est votre famille, dit simplement Clara. Vous n'avez pas besoin de permission. Agnes Whitfield partit cet après-midi-là. Elle serra les 2 garçons dans ses bras pendant longtemps. Elle serra la main de Jack, puis changea d'avis et le serra aussi dans ses bras, brièvement, férocement, à la manière de 2 personnes qui ont été de part et d'autre d'un deuil et qui viennent enfin de se retrouver du même côté. Elle regarda Clara en dernier. Elle prit les 2 mains de Clara dans les siennes. Elle les serra une fois. Elle monta dans le chariot de location sans un mot de plus. Ils la regardèrent partir. L'audience eut lieu 6 jours plus tard. Clara n'y alla pas. Elle resta au ranch avec les garçons et laissa les hommes s'occuper de ce que les hommes devaient gérer. Parce que certaines batailles sont gagnées avant d'atteindre le tribunal. Et celle-ci avait été gagnée dans le bureau d'un avocat à Harlem au moment où la lettre d'Eleanor atterrit sur le bureau du juge. Elle sut que c'était fini quand Jack rentra à cheval à 4 heures de l'après-midi, 2 heures plus tôt que prévu. Il vint directement là où elle était dans le jardin et s'arrêta. Elle se leva. Elle regarda son visage. « C'est fait, dit-il. Elle expira tout ce qu'elle avait retenu. L'acte était frauduleux, dit-il. Le juge a statué en moins d'1 heure. Briggs fait face à des accusations pour dépôt de fausses plaintes. Sa voix était égale, mais en dessous, il y avait quelque chose d'énorme. Quelque chose qui avait été enroulé serré pendant des mois et qui ne commençait que maintenant à se relâcher. Le ranch est à nous. Le ruisseau est à nous. Tout. Bien, dit-elle. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Clara, dit-il, son nom avec ce poids particulier qu'il avait développé quelque part au cours des 6 dernières semaines. Ce poids qui le faisait sonner comme plus qu'un nom. Il fit un pas vers elle. J'ai besoin de dire quelque chose. Elle attendit. Il n'était pas un homme qui trouvait les mots facilement. Elle l'avait appris sur lui. Il vivait dans l'action, dans le physique, dans le travail de ses mains. Les mots lui coûtaient d'une manière qu'ils coûtent à certaines personnes. Et elle en était venue à respecter ce coup. Quand Eleanor est morte, dit-il, j'ai décidé que j'en avais fini. Pas avec la vie, juste avec le reste. La partie qui exige de laisser les gens entrer. Il fit une pause. Ça semblait être la chose sensée à faire. Si on ne laisse personne entrer, personne ne peut partir. Je comprends ça, dit-elle doucement. Je sais que vous comprenez. Il fit un autre pas. Je le sais parce que vous faisiez la même chose quand vous êtes descendu de cette diligence. Vous étiez ici pour disparaître, Clara. Je l'ai vu dès le premier jour. Vous faisiez tout correctement, ne ressentiez rien et essayez d'être invisible. Il fit une pause. Et puis la tempête est arrivée. Et je me suis tenu dans cette embrasure et je vous ai vu sur le sol de ce hangar avec mes garçons dans vos bras. Et j'ai compris que vous n'étiez pas invisible, pas même un peu. Ses yeux la brûlaient. Elle ne détourna pas le regard. « Je n'ai pas de jolis mots pour ça, dit-il. Je n'ai aucun mot qui soit assez bon pour ce que vous avez fait pour cette famille, pour ce que vous êtes, pour ces garçons. » Il s'arrêta alors, brut et direct, à la manière d'un homme qui a décidé d'arrêter de se protéger. « Ce que vous êtes pour moi. » Elle le regarda. Il plongea la main dans la poche de son manteau et tendit quelque chose. Petit, simple. Une bague, un argent uni, sans prétention. Le genre de bague qu'un éleveur achète parce qu'elle est réelle, qu'elle durera, et qu'elle ne prétend pas être quelque chose qu'elle n'est pas. C'était celle de ma grand-mère, dit-il. Eleanor avait de la sienne. Celle-ci est dans une boîte depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il croisa son regard. Je ne veux pas vous mettre à la place de qui que ce soit. Je ne veux pas que vous soyez quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Je veux juste... Il s'arrêta, respira. Je veux que vous restiez. Pas parce que les garçons ont besoin de vous,
bien qu'ils en aient besoin, parce que j'ai besoin de vous. Et je ne suis pas un homme qui dit ça. Clara regarda la bague. Elle regarda son visage. Elle regarda tout le poids de ce qui était offert. Pas de la romance, pas un conte de fées, mais quelque chose de plus lourd, de plus réel et de plus précieux que l'un ou l'autre. Un homme qui s'était reconstruit de fond en comble, lui demandant de faire de même. Une famille qui était déjà, sans que personne ne l'ait prévu, devenue la sienne. Elle pensa au ruban. Il était dans sa poche. Il était toujours dans sa poche, mais il ne ressemblait plus à une blessure qu'elle gardait ouverte. Il ressemblait à ce qu'il était, quelque chose qu'elle avait aimé et perdu, qui vivait maintenant dans son cœur comme quelque chose de fini, de vrai et d'honoré. May avait été aimée. May aurait toujours été aimée. Cela ne se fermait pas quand Clara s'ouvrait à quelque chose de nouveau. Le cœur, avait-elle appris, ne fonctionnait pas par soustraction. Elle prit la bague de sa paume. La voix de Jessie vint du porche derrière eux. Est-ce qu'elle dit oui? Clara tourna la tête. Les deux garçons étaient sur la balustrade du porche, penchés avec des expressions identiques d'intensité suspendue. Jessie était apparemment là depuis assez longtemps pour s'être fait une opinion sur le résultat. Jessie, dit Jack sans quitter Clara des yeux, descends de cette balustrade. Mais est-ce qu'elle... Jessie! Samuel tira son frère en arrière de la balustrade. Puis, de la voix la plus calme imaginable, il dit « Je pense qu'elle va dire oui. Elle tient la bague. » Clara rit. Elle ne s'y attendait pas, et son rire sortit chaud et complètement réel. Et Jack fit un son qui était presque un rire et presque autre chose. Et elle glissa la bague à son doigt, la regarda, puis le regarda. « Oui, dit-elle. » Jessie poussa un cri de pur triomphe depuis le porche qui fit s'envoler 3 oiseaux de la clôture. Samuel dit doucement et sérieusement, « Je le savais. » Avec le ton d'un garçon dont la foi en l'ordre des choses venait d'être confirmée. Jack tendit la main et la posa contre son visage. Son pouce passa une fois sur sa pommette, douce, certain. Le geste d'un homme qui a décidé d'arrêter d'être prudent avec ce qu'il veut. Clara Walker, dit-il, juste son nom, dit de la manière dont un homme dit le nom de la chose qu'il a décidé de garder. Jack Matthews, répondit-elle. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser dramatique, ce ne fut pas un grand geste. C'était calme, certain et réel. Comme tout ce qui était vrai entre eux l'avait été. Construit par incrément, gagné dans de petits moments, valant plus pour avoir coûté quelque chose. Jessie fit un bruit fort et théâtral de dégoût depuis le porche. Samuel lui donna un coup de coude. Ils se séparèrent et Clara regarda par-dessus l'épaule de Jack les deux garçons sur le porche. Jessie avec les bras croisés en objection performative. Samuel avec une expression calme et subtile de quelqu'un qui a vu quelque chose se remettre en ordre et qui est en paix avec ça. Et elle le sentit la traverser, depuis le sol. Pas comme un éclair, pas comme une vague, comme quelque chose qui prend racine, lent, permanent et destiné à durer. Elle était venue à Redwood Valley pour disparaître. Elle était venue avec un seul sac, le ruban d'un enfant mort et le deuil qu'elle avait nourri pendant 14 mois, parce que le deuil était la seule chose honnête qui lui restait. Elle était venue pour n'être rien, pour être utile, invisible et vide de désir. Au lieu de cela, elle était entrée dans une maison pleine de choses brisées et avait commencé sans vraiment le décider, le long travail de les maintenir ensemble. Les garçons qui avaient besoin de quelqu'un qui reste, l'homme qui avait besoin de quelqu'un qui le voit, les ranchs qui avaient besoin de quelqu'un qui se batte pour lui. Et quelque part en faisant tout cela, dans le travail quotidien et banal de se présenter, elle avait trouvé la chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Pas un remplacement, pas une seconde chance. Quelque chose d'entièrement à part. Quelque chose qui portait son nom et qui avait attendu, patient et spécifique, au bout d'une route qu'elle avait prise en désespoir de cause. Elle plongea la main dans sa poche. Elle sortit le ruban. Elle le regarda dans sa paume, le bleu délavé, le bord qui l'avait coupé tant de fois. Puis elle se dirigea vers la balustrade du porche et le tint au-dessus du parterre de fleurs qu'Eleanor avait planté. Celui que Clara avait passé 2 semaines à ramener à la vie, qui fleurissait maintenant dans la chaleur de la fin de l'été, avec un entêtement qui semblait personnel. Elle lâcha le ruban. Il se posa parmi les fleurs, petit, bleu et enfin en paix. Jessie le fixa. « C'était quoi, ça? »« Quelque chose que je portais, dit-elle, que je n'ai plus besoin de porter. »
Samuel regarda le ruban dans les fleurs un moment. Puis il regarda Clara avec ses yeux profonds et savants. Il tendit la main et prit la sienne, sans demander, juste en la prenant. De la manière dont il l'avait prise dans le hangar pendant la tempête, certain, calme et complètement sûr. Jack s'approcha d'elle. Il posa sa main dans son dos, juste sa main, stable, chaude et présente. Ils se tinrent tous les quatre sur le porche du ranch Double M dans les dernières lueurs de l'après-midi d'été. Et le ruisseau coulait sur la limite sud et les chevaux se déplaçaient dans l'enclos. Et le jardin qu'Eleanor avait planté fleurissait dans la chaleur. Et quelque part dans les fleurs, un petit ruban bleu reposait en paix parmi les êtres vivants. Elle était venue à Redwood Valley pour disparaître. Elle était devenue à la place exactement ce dont cette famille avait besoin. Et ils étaient devenus, sans qu'elle l'ait jamais prévu, exactement ce dont elle avait besoin, elle aussi. Et que tout cela, chaque morceau, chaque centimètre durement gagné, en valait la peine.